You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 14e épisode de la 4e saison de Cold Facts. On commence avec Genève, qui a une infirmerie complètement pleine, débordée. Desclous out, Pouliot, Patry, Rod, peut-être même Tom Ernest, qui viennent s'ajouter à ceux qui sont déjà sur les plots. On va regarder un petit peu ce qui va se passer pour Genève, qui en outre a signé Alessio Bertaggia pour 5 ans. On passe ensuite à Bienne avec là aussi une blessure importante, celle de Damien Brunner. On va revenir sur le mois de novembre compliqué, les 10 derniers matchs compliqués de Bienne. On passe après à Lausanne avec Barberio prêté à Kazan en KHL. On va revenir sur les victoires contre Ajoie, défaite contre Davos, la faute de Douai, la faute de Stransky, bref. Et puis on terminera avec Fribourg avant de passer à vos questions, et notamment l'engagement de Joël Scheidegger. Vous avez été nombreux à nous poser la question de savoir ce qu'on pensait de ce transfert. Est-ce que Fribourg l'année prochaine aura 5 étrangers ? Est-ce que Camerzin sera conservé ? Bref, et puis on termine avec les questions restantes et notamment le départ de Dani Gélinas à Sierre. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va ? Alors ça va excellemment bien parce que tu sauras que les Steelers ont battu les Ravens et que ça, quand on est fan des Steelers, c'est obligatoire. Et puis... C'était la fin de cet épisode. On a trop parlé de football américain aujourd'hui. Désolé. Au revoir, merci, à la semaine prochaine. Et puis maintenant, je sais plus le deuxième truc Les qui était bien. pingouins, si ça se trouve. Ouais, non, c'était même pas ça. Mais bref, puis toi, ça va aussi ? Ouais, à part que la Ligue nous a nouveau refait un coup de... T'as le droit de balancer un joueur à la tête la première dans la bande. Tu t'en sors sans rien. Par contre, quand il y a un gars qui a le malheur de tomber, il se prend 2000 balles de pénalité, enfin 2000 balles d'amende, parce que on n'aime pas ça. Le hockey, c'est quelque chose de sérieux. On n'a pas le droit de tomber. Non, je rigole un peu, mais ça m'énerve un peu, honnêtement, comment dire, l'enchaînement de ces trucs entre Douai qui fracasse Dominique Egli dans la bande et qui s'en sort avec rien, vu que la suspension d'un match était juste purement administratif, on va dire, vu que c'était sa deuxième pénalité de match. Et que dans la foulée, on envoie des grands mails pour nous dire Reto sourit. Alors oui, effectivement, il y a un petit quelque chose. Dernier, j'avoue que je ne l'ai pas encore regardé. Mais il y a sûrement un petit quelque chose à redire. Mais commençons déjà par épurer tout le reste. Et puis après, peut-être qu'on pourra se dire, là, qu'il y a quelque chose à faire sur les embellishments. Mais ouais, non, là, ça me casse un peu les pieds, je dois t'avouer. D'ailleurs, on en reparlera. Je pense qu'on peut remettre à la charge de Douai avec ce qui s'est passé entre Tom Ernest, aussi d'une certaine manière Azevedo avec Bruchweiler, parce que c'est des fautes qui ont lieu près de la bande. Et puis, elles n'ont pas été jugées pour l'instant. Et je pense que après, il y a aussi Stransky sur Gennady. C'est notre avis. Et souvent, on nous pose la question. Moi, des fois, je t'avoue que je suis un petit peu mal parce que je me dis, mais qu'on pose la question à un Geoffrey Vauclair, qu'on pose la question à un Stéphane Rochette, qu'on pose la question à un ancien joueur ou à un coach, par exemple, des gens qui ont nettement plus l'habitude d'avoir été sur des patins. Des fois, je suis un peu mal pris de venir donner mon avis, puis d'un ton un peu péremptoire comme ça, de dire « Oh, ben, il y avait faute ou pas ». Des fois, honnêtement, j'en sais rien, quoi. Mais je pense même on a le droit de dire qu'on ne sait pas, ou qu'on n'a pas d'avis, ou qu'on trouve que c'est un petit peu limite, ou que oui, effectivement, il pourrait y avoir quelque chose. Et on en parlera plus tard. Pour moi, c'est typiquement ce qui se passe avec Gaëtan Haas. Tu te dis à un moment ou à un autre, ouais, peut-être pas. Je sais pas trop. Mais c'est même pas une question de passer ou de pas passer, ou de quel est ton pédigré, ou j'en sais rien. C'est que des fois, c'est pas manichéen. Ça va pas être oulala, c'est un grand vilain, oulala, il a rien fait. Des fois, c'est un petit peu là au milieu, puis c'est difficile d'être, comme tu dis, péremptoire. Mais c'est pas une question de passer, c'est une question de ça va vite, ça va dans tous les sens. L'épaule, elle est où, il touche où. Ouais, mais c'est plutôt qu'est-ce que ça change que je dise que je mettrais 3 matchs à machin, puis un match à l'autre, tu vois. Tu disais 8 à Barberio, il a eu 8. Bingo. Moi, je dis bravo, monsieur Debetta. Ouais, c'était peut-être plus simple à juger parce que je trouvais que la faute était vraiment claire. Mais voilà. Enfin, on va en reparler. Quand on parlera des clubs, on va essayer de beaucoup répondre à vos questions, en fait, parce que vous savez qu'il n'y a pas eu forcément beaucoup de matchs des romans, on va dire, mardi soir, parce qu'il n'y en avait pas. On va quand même revenir un petit peu sur ce qui s'est passé cette dernière semaine, en tout cas, si on prend du mercredi au mercredi. On va commencer avec Genève, parce qu'il y a eu l'information qu'on n'aime pas tellement lire, et je pense que le club n'a pas dû se réjouir de faire cette communication-là, dire en gros, les services des HUG
Alors, les soins intensifs sont remplis et l'infirmerie du JSHT aussi. Mhm. Parce qu'on a donc des clous out jusque fin février. En gros, après les JO, on est autour du 20. Hein. On a Pouliot out de 3 semaines. On a Patry out de 3 semaines. On a Tom Ernest qui est day-to-day, mais on va pas se cacher. Et c'est vraisemblablement une suspicion de commotion. Sinon, ce serait... Mais c'est moins grave que ce qu'on aurait pu imaginer sur le moment. Parce que quand tu le vois se faire, on parlera de la charge après, mais juste la conséquence, quand tu vois Temenas se relever et il tape la bande juste après, moi je me dis, il est front foot, s'être fait scotcher. Mais en fait, non, il a versé. Et apparemment, il ne se souvient pas de ça. D'accord. Euh, des gens lui ont parlé après, notamment Richard Franzen en suédois, il répondait en anglais. Il se rappelle pas de ça, il a vu noir. Enfin, je crois vraiment qu'il a pris une secouée monstrueuse et il s'en sort vraiment, vraiment bien, je crois. Et j'ai oublié Noah Rod, évidemment, 6-8 semaines pour une fracture à la main. Ouais, bloqué un peu, qu'il est tout de suite parti au vestiaire. Tu dis, ouh, ça peut être embêtant, et ben ça l'est. Et ça, forcément, que le pire dans tout ça, quand on a un Tom Ernest qui joue, on va dire, allez, à peu près entre 25 et 30 minutes par match, forcément qui fait des fois un shift sur 2, c'est compliqué de s'en passer. Et d'ailleurs, je dirais même que si on prend le gardien, le meilleur défenseur, 2 attaquants assez importants comme Rod, ton capitaine, et Pouliot, ouais, autant Bien s'en est sorti un moment avec beaucoup de blessés, autant là, quand même, rien que déjà le gardien, en fait. Ouais, et puis le problème, c'est que tant Desclous que Rod, oui, c'est la même durée. Les deux, ils vont pas revenir avant les JO. Et si tu regardes, après les JO, il ne reste que 9 matchs à Genève. Ouais. Donc ça va nous pousser à 14 matchs sans ton capitaine et un petit peu ton chef de meute, comme aiment bien dire les Alémaniques, et sans ton gardien principal, sachant que ton gardien numéro 2, qui était de toute façon pas mûr pour jouer à ce niveau-là, visiblement, comme ça c'est malheureusement remarqué à plusieurs reprises. T'as pas de gardien numéro 1, ton numéro 2, de toute façon, tu lui aurais pas fait confiance, et t'as pas de capitaine. Ouais, là, ça devient vraiment compliqué. Au sujet des gardiens, d'ailleurs, j'ai des supporters genevois qui souvent me disent mais qu'est-ce qu'il est bobet, Marc Gauchi. Je mets bobet pour être plus sympathique que les Qu'est-ce qu'on termes te dit utilisés. Pourquoi est-ce qu'il a laissé partir Manzato? Et c'est vraiment une question qui revient souvent et à laquelle j'ai effectivement toujours de la peine à répondre, me dire est-ce que vraiment Manzato attendait une revalorisation salariale ou un truc de Genève pour vraiment rester puis dire écoutez, vu que vous m'avez pas fait cette proposition, je voulais continuer à jouer, je suis parti où on m'offrait une possibilité de continuer de faire mon travail en sachant qu'il est broyard, en sachant qu'il est à Berne. Je me dis que c'est pas complètement impossible qu'il avait envie de penser déjà à son après-carrière, etc. Donc, je crois que la différence salariale, elle était vraiment pas énorme. Et moi, je pense que si on se remet en arrière, alors oui, au moment où la décision est prise, c'est avant la blessure de Gauthier Desclous la saison dernière lors des playoffs. Au moment où il prend cette décision, il y a une option. Le club a une option d'une année pour Daniel Manzato que le club refuse d'activer. Forcément, Manzato, il cherche un club assez vite. Ça se fait très rapidement du côté de Berne. À ce moment-là, si on se remet dans le contexte, on a un Gauthier Desclous qui est pas en feu, qui est en ébullition, qui est bouillant depuis des mois, qui est le meilleur gardien de la ligue. Derrière, tu crois énormément en Stéphane Charlin en disant lui c'est notre futur numéro 1, on va le laisser venir tranquillement une saison derrière Gauthier Desclous, de temps en temps on va lui donner 5 minutes, un demi-match si ça se passe bien pour Gauthier Desclous, mais Desclous c'est notre numéro 1. Non, Manzato, on préfère économiser 30, 40, 50 000 francs, je sais pas combien, en donnant de l'argent à Charlin. Au moment où la décision est prise, je pense que j'ai lu ou vu personne dire « Ouh là là, mon Dieu, c'est une catastrophe ». Et pourquoi ? Parce que Daniel Manzato, à ce moment-là, il n'est pas brillantissime avec Genève. Manzato, il a une présence qui est ultra précieuse dans le vestiaire. C'est un bon camarade. C'est un bon camarade, c'est un homme de vestiaire qui est très précieux. Sur la glace, il était pas flamboyant. Moi, je me rappelle, et je suis sûr que les gens qui te parlent de Marc Gauchi en ce moment te disaient à l'époque pourquoi ils font jouer Manzato quand t'as Gauthier Desclous qui est bon à ce point. Donc Manzato, je sais pas si ça aurait été la solution à tous les problèmes de Genève cette année, mais de dire fallait surtout pas le laisser filer, c'était une grave erreur, bravo. Alors, je pense pas que Manzato, c'est le
Par contre, de dire, est-ce que vraiment de partir avec Gauthier Desclous comme numéro 1, sachant sa fébrilité physique, et d'avoir un Charlin qui n'a encore pas été testé à ce niveau-là, c'est un risque qui a été pris par Marc Gauthier, effectivement. Ça c'est, je pense qu'il en a conscience lui-même d'avoir pris un risque à ce moment-là. Mais oui, derrière, Gauthier Desclous met un terme prématurément à sa saison parce qu'il a une blessure en play-off contre Fribourg. Et là, si cette blessure avait eu lieu plus tôt, je suis sûr que Manzato serait encore présent. Mais voilà, c'est mal goupillé, je pense. L'enchaînement des choses pour Genève Servette et Marc Gauthier n'a pas été très bon. Ils ont voulu faire une petite économie en donnant de l'argent à Charlin plutôt qu'à Manzato. Et ça leur coûte beaucoup plus cher maintenant. Parce qu'il va falloir engager, il faut déjà payer le pigiste sur Kirchen les fois où il vient. Je ne sais pas comment ça se passe, et peu importe, mais c'est pas gratuit. Non. Et maintenant, il va falloir trouver une solution. On pensait que ça pourrait être... ça doit quand même être plusieurs milliers de francs par match. Ça semble complètement logique, dans la mesure où il y a 52 matchs de saison régulière, si on prend comme ça, et puis qu'on compte à peu près un salaire en le multipliant. Tu te dis qu'on doit arriver à un certain prix. Admettons, si on prend 3 000 francs par match, fois 50, on est à 150 000, bêtement. Ouais. Hein, on doit pas être, si on compte les assurances, les machins et tout, on doit pas être très très loin de ce genre de choses. Et puis on sait qu'on paye bien en championnat de Suisse. Et que comme il y a quelqu'un qui est très demandeur, celui qui va offrir ça, en l'occurrence Cloton, va dire ok, vous nous le prenez, mais à ce moment-là, alors vous nous donnez quelque chose de significatif derrière. Ouais, et surtout, je pense que le problème, c'est que Sandro Turkirchen, ça va pas être une solution à moyen terme pour Genève Servette. Parce que Cloton a des ambitions. Et j'ai vu des gens en parler sur les réseaux en disant mais ce serait super de trouver un accord avec Cloton. Mais ils ont une saison à jouer, les gars. C'est pas un club ferme, c'est pas la AHL. Puis une saison avec une réelle, mais vraiment, on va dire qu'en ce moment, la finale Cloton-Holton, elle se dessine quand même. T'aimerais peut-être bien avoir un Sandro Turkirchen dans les goals, quoi. Exactement. Et puis, je pourrais entendre de dire oui, mais pendant la blessure de Gauthier Desclous, tu fais un prêt avec lui. Ouais. Mais le problème, c'est que Cloton a 6 points de retard sur Holton. La finale, je parie, admettons que tout se passe comme prévu. Ce qui n'est pas dit, hein. Ce qui n'est pas dit, mais la finale, Cloton la commencerait à l'extérieur. Mm-hmm. Moi, j'aurais presque envie de cravacher pour attraper Holton, et 6 points, c'est pas énorme. Ils vont de toute façon se jouer encore au moins 2 fois. Donc, ils peuvent revenir à hauteur d'Holton. Ils vont vouloir garder les deux. Et oui, ils ont Dominique Niffler, qui est un bon gardien de Swiss League également. Mais moi, je ne crois pas que la solution va venir là. La solution, elle n'existe pas en Suisse, à mon avis. Non. La solution, elle n'existe pas. Marc Gauthier m'en a parlé. J'ai fait un article à ce sujet. Elle n'existe pas vraiment en Amérique du Nord parce que les trois options. Akira Schmidt, il est beaucoup trop près de la NHL. Donc, et à 21 ans, il ne va pas revenir. Et puis surtout, il est en train de se former. Et ça n'a aucun sens. Non, donc Akira Schmidt, on oublie. Joe est d'accord, lui aussi, il est entre deux. Et ce que me disait un truc assez juste de la part de Marc Gauthier, il dit en plus avec les taxi squads, le Covid, etc., tu as encore plus besoin d'une assurance. Complètement. Donc si c'est le 4e gardien de l'organisation, virtuellement, en un jour, il peut devenir numéro 1 parce que les 3 premiers, ils sont out, ou Covid, etc., et taxi squad et compagnie. Donc, Joe est d'accord, non. Et Corey Schneider, à la limite, peut-être... Mais là aussi, je veux dire, il a signé aux Islanders, c'est qu'il compte quand même un tout petit peu sur lui au cas où. C'est un gardien qui a de l'expérience. Moi, je ne vois pas ça non plus. Donc, ça va être un étranger que Genève Servette va devoir aller engager. On peut lâcher 4-5 noms. C'est vraiment lancer la merde au mur et voir ce qui colle. Mais si tu regardes un Magnus Hellberg à Sochi qui a plus aucun espoir de faire les playoffs, il est en fin de saison là-bas. Ça peut être un des gardiens. J'ai aucune info sur le fait que qu'il soit dans les papiers de Margot, qu'il ait envie. J'ai aucune idée. Mais c'est un très bon gardien de KHL. Il était à Saint-Pétersbourg avant. Il y a Yoni Ortio, ceux qui se souviennent de lui à Zurich. Il joue à Baris Nur-Sultan. Lui aussi. Kazakhstan, ça. Ouais, les deux championnats, il faut regarder, c'est la Finlande et la KHL. Ouais. Deux championnats qui n'ont pas de relégation. Et KHL, je pense qu'il ne faut pas regarder les gardiens russes. Il faut regarder les gardiens non russes de KHL, soit nord-américains, soit suédois ou finlandais. Et puis, on peut trouver le nom du futur gardien de Genève Servette dans ceux-là. Moi, je mets une petite pièce sur Magnus Hellberg parce que je pense que ça peut être un sacré renfort.
On ressortira l'extrait si jamais c'est ça, ça serait Non, cool que ce soit ça. non. Si besoin, ça, bah, si pas ça. besoin. Il y avait aussi un temps, alors le nom de Robert Mayer a beaucoup circulé. On rappelle quand même que comme il a déjà joué pour 2 organisations de National League, c'est impossible de jouer pour une 3e organisation de National League. La question que je me posais, et c'est possible qu'elle ait déjà été, on a déjà répondu à cette question dans un article ou autre, c'était si le contrat est cassé, est-ce que et qu'il en re-signe un, est-ce que ça compte ou non, justement on dit ah ben non, vous pouvez pas faire ça. À ce Non, moment-là, il casse le contrat avec Davos, il re-signe un contrat avec Genève et ça, il le fera probablement ou pas probablement. à la fin, Sinon, je l'aurais déjà écrit. Si c'était probablement. Mais c'est clairement une option pour la saison prochaine. Ouais. De casser son contrat à Davos, de se faire un buy-out des 2 dernières années qui lui restera et de signer à Genève en se disant bah, de toute façon, à Davos, je leur ai déjà pris X. Donc à Genève, je peux leur faire un petit rabais et puis devenir la doublure de Gauthier Desclous. Puis là, tu as un 1A et un 1B de qualité. Par contre, non, c'est pas une option pour cette année. si on reprend quand même Genève, ils s'en sortent pas trop mal ces temps avec Yann Cadieux. En tout cas, le match contre Bienne, c'était solide, défensivement aussi. Ou alors est-ce que Ouais, Bienne a une Bienne, quarantaine c'est- de shoots. Défensivement, oui, ça a tenu la route, mais moi j'ai quand même trouvé que Bienne a eu énormément de chances de but et a été très maladroit. Et c'est assez rare de les voir aussi maladroits offensivement. Mais moi j'ai trouvé, il y avait une sorte de. Je voulais dire de désespoir, mais c'est presque une traduction littérale de desperate en anglais. Il n'y a pas de désespoir au sens où il n'y a plus d'espoir. C'était un peu les playoffs pour Genève. Ils sont arrivés un peu comme des brigands au début du match. Ils ont tapé dans tous les coins, mais ils ont joué dur, assez juste, je pense, mais vraiment très très dur. Ils sont partis dans ce. Je pense qu'ils se sont dit si on veut faire la course avec Bienne, on va arriver derrière. C'est pas possible. Donc il faut qu'on durcisse un peu le jeu. Ouais. Et ils l'ont très bien fait. Des fois, c'était un peu au-delà de la limite. Mais là aussi, moi, il y a des soirs, il faudra qu'on m'explique comment les arbitres gèrent un match. Au bout de 8 secondes, quand il y en a 2 qui se mettent sur la tronche puis qui les laissent... c'était Temernes et je me souviens plus qui était... Kunsley peut-être. Pendant 15 secondes, ça brasse alors que le puck est à l'autre bout de la patinoire. Bah, tu mets 2 minutes à chacun, tu calmes tout le monde. Et le match part pas en vrille. Là, il est parti un petit peu en vrille. Puis toute la soirée, c'était assez tendu quand même. Alors, c'était une jolie soirée. On a vu Tanner Richards s'embrouiller avec environ tout le Ceyland pendant toute la soirée. On a bien rigolé. Je suis sûr que lui aussi, d'ailleurs, lui le premier, a bien rigolé. Le fameux truc de Jean-Philippe Presselwenger qui dit qu'il a 3 poumons. Voilà. 2 pour respirer, puis le 3e pour gueuler sur les officiels. Mais la même va avec Daniel Winnick. Et moi, je me disais l'autre jour justement qu'il faudrait prévoir 5 arbitres quand Genève joue avec et Winnick et Tanner Richard. Tu mets un 5e qui gère les deux, qui leur cause et puis qui gère l'administratif avec Richard et Ça Winnick. s'appelle un psychologue s'il faut quelqu'un qui leur parle en permanence. C'est sur la gueule. Écoutez, non, alors là, la décision arbitrale est correcte, monsieur Winnick. Non. Non, puis il y a eu. Alors, je vais pas m'acharner sur l'arbitrage, je crois qu'on le fait pas trop à ce micro, mais il y a eu un surnombre hallucinant qui a été sifflé à Genève, alors qu'il n'y avait pas surnombre, mais 15 ou 20 secondes avant, dans le changement d'avant, il y a eu un surnombre qui a été raté par tout le monde. Puis derrière, il le donne en disant oui, mais il y avait surnombre tout à l'heure. Donc on l'a sifflé là. Puis c'est là, mais arrête, tu l'as raté, ça, c'est pas grave. Puis en fait, toute la soirée, ça a pourri les arbitres sur la glace à ce propos. Et je pense que quand Daniel Winnick prend 2 minutes en fin de match pour comportement antisportif, à mon avis, il gueule encore à ce sujet-là. Ça a été toute la soirée le pourrissement des arbitres. En fait, ce que tu me dis, c'est que Daniel Winnick, c'est comme une femme, il oublie pas. Pas de... Peut-être. En tout cas, là, il n'a pas oublié grand-chose. Mais à la fin, Genève a failli se brûler les doigts quand même en multipliant justement les pénalités. Là quand tu es un vétéran, quand tu es censé être un leader, tu te tais. Dans les 2 dernières minutes, tu es déjà en box-play, tu te tais. Puis, il y a quand même une petite chose. Heureusement que Joël Vermine marque dans la cage vide à ce moment-là. Parce que, vu que Genève était à 3, en gros, ils auraient pu arracher la tête de tout Bienne et pas être à 2 derrière. Ils auraient continué à 3. Donc après, je sais pas comment ça aurait continué cette rencontre, mais franchement, ça c'est bien terminé. Alors dans le sens, il y a eu la blessure de Noah Rudd, mais c'est pas à la suite d'un coup de crosse ou d'une mauvaise action. Il y a Temernes, ça se termine moins mal que ce qu'on pouvait l'imaginer. Patry est aussi blessé, mais là aussi, tu peux pas dire qu'il y a eu une agression quelque part. Enfin voilà. Ça aurait pu plus mal se terminer cette soirée-là. Mais par contre, alors en termes d'un point de vue comptable, Genève n'est plus qu'à 1 point d'Ambry
et à 2 matchs de moins, parce qu'en plus, Ambry a eu la mauvaise idée pour eux, mais la bonne idée pour Genève, de perdre contre Langnau à la maison. Donc là, virtuellement, Genève est de retour dans le top 10 au point par match. Et ils ont ce match contre Zurich jeudi, demain pour le coup. Ça va être intéressant de voir le line-up parce qu'on a vu que maintenant, Cadieux mettait Joris à l'aile. Alors, c'est un truc assez surprenant quand même de se dire quand même qu'à Joris, il me semble qu'il n'était pas si mauvais aux engagements. Alors après, ça ne veut pas dire que parce qu'il est ailier, il ne peut pas aller prendre des engagements et après partir à l'aile. Mais disons que j'aurais quand même plus... C'est un move qui m'a surpris. Et il y a un autre move qui a été surprenant, c'est vu le contexte. Donc, sinon, je le comprenais totalement. C'était que Vuyamo parte à Sierre pour aller un peu se refaire la cerise et peut-être retrouver un peu de touche offensive pour revenir à Genève ensuite. C'est vraiment super. Ils ont très bien fait l'année passée. Exactement. Et du coup, je trouvais que c'était absolument bien vu. Après, avec les blessures, peut-être que pour le coup, il va falloir le rappeler. Et peut-être que Vuyamo marquera le but décisif contre Zurich, on n'en sait rien. Mais disons que tu parlais de se goupiller, et là, c'est un peu spécial. Et je pense que les plans de Genève ont été un peu, chamboulés. Ouais, exactement. Ouais, surtout si on ajoute à ça la blessure de Pouliot, Patry. Ça fait beaucoup. Hein. Ça fait vraiment beaucoup pour. Il faudra être solide. Alors, normalement, Kirchen peut jouer, je crois, jeudi. Ça allait encore. On saura dans la journée. Okay. Mais oui, il y a de fortes chances. Mais je vais faire les coups de fil dans l'après-midi. J'ai encore pas l'information. Mais oui, on devrait pouvoir compter sur lui à Genève. Et puis, l'autre info, Mercato, c'est la signature pour 5 ans d'Alessio Bertaggia. D'ailleurs, je crois que c'est toi qui l'as sorti. Ouais, on était quasi en simultané avec Watson. Je pense qu'on a... La même source. Ouais, non, je crois pas. J'arrive pas à me le dire, en tout cas. Je vois pas comment c'est possible. Watson alémanique via Klaus Zaug, qui est, comme on le dit très souvent à ce micro, toujours pas si mal informé. Hein, et 5 ans pour Bertaggia, il y a quelqu'un qui nous pose la question. Alors, je suis désolé, il y a eu beaucoup de questions. Je vais pas forcément citer tout le monde. C'était la question des dessous du transfert de Bertaggia. Savoir un petit peu s'il est là pour, on va dire, remplacer numériquement Vermin aussi en tant qu'ailier d'un bloc offensif. Mais est-ce que Genève a dû batailler? Est-ce que Lugano l'a un peu... il a fallu se battre avec Lugano, c'était à coup de 10 ou 20 000 de plus que Genève a réussi à arracher Bertaggia de son Tessin? Non, alors moi de ce que je sais, c'est que Lugano n'a pas vraiment fait d'offre pour aller sur Bertaggia. Ils avaient un peu décidé de s'en séparer. Contrairement à Riva, qui finalement Riva a re-signé. Voilà. Mais c'est un peu un tremblement de terre à Lugano. Je pense que ça va, hein. La ville continue de pas bien rouler parce que c'est le bordel chaque fois là-bas. Mais bref, la vie continue son cours à Lugano. Mais malgré tout, c'est le fils de Sandro Bertaggia. Il était revenu au club après être très brièvement passé à Zug après une année et demie quand même, mais après son passage en Ligue en WHL. C'était censé être un atout offensif. On se rappelle quand même qu'il a une saison, il a 2 saisons à 27 points, une fois à 14 buts en 15-16 et en 2015-2016 il avait 22 ans. Donc tu dis waouh, lui c'est le futur grand attaquant du HC Lugano. Puis après ça devient un peu plus difficile. Il a de nouveau une bonne saison, 19-20, 20-21, il fait une saison à 23 points. C'est bien, mais tu te dis, est-ce que vraiment on doit casser la tirelire pour aller sur Bertaggia quand t'es Lugano? Tu te dis, il a ce nom-là, c'est un peu comme Bikoff à Fribourg. Bikoff à Fribourg, t'as l'impression que sur son nom, c'était sûr qu'il allait rester jusqu'à la fin de sa carrière. Et moi, je m'étais dit un peu la même chose pour Bertaggia à Lugano. Apparemment, Lugano ne le voulait plus. Ce qu'il faut savoir, Bertaggia, si tu le mets dans un rôle ultra offensif, ligne 1, ligne 2, c'est très bien. Si tu le mets dans un rôle, dans une ligne / une équipe qui a un peu moins de liberté offensive et de créativité, c'est un tout petit peu plus compliqué. Il faudra lui présenter les gardiens avant la saison. Ouais. Alessio, Gauthier, Alessio, voilà, vous n'allez pas revoir de la saison les deux. De temps en temps, Alessio, tu viendras dire bonjour à Gauthier quand même. Tu avais fait cette blague avec Rad Gibbs qui était plus embêtant d'ailleurs. Lui est défenseur. Voilà. Mais avec Bertaggia, c'est quand même un peu la même. Défensivement, c'est compliqué. Et le problème, c'est que quand offensivement, c'est compliqué, ce qui est le cas cette saison, du coup, ça devient difficile. Maintenant, je comprends le choix de Margaotti. Si tu réfléchis,
Le mercato tel qu'il est, des ailiers suisses de ce niveau-là, il n'y en a pas 10 000. Il y avait Zwerger et lui, en gros, encore sur le marché, je pense. Zwerger, comme je l'ai déjà dit, je crois une fois ou deux, à mon avis, il y a peu de chances qu'il ne re-signe pas du côté d'Ambry. Ça se tient. Après, si tu voulais un attaquant, tu vas chercher Yannick Radgeb. Non, je rigole. Mais non, ça se tient. Puis tu te dis, ben voilà, il a finalement, entre guillemets, que 28 ans. Il est en pleine force de l'âge. C'est un pari quand même. Parce que. Je suis complètement d'accord avec toi sur l'aspect défensif. Moi, c'est ce qui me fait le plus souci, on va dire, pour les supporters genevois. Disons qu'il ne faudra pas s'étonner et nous envoyer peut-être plein de questions au mois d'octobre 2022 pour dire non mais bon, Bertaggia il a envie de défendre. Les gars, on vous avait quand même averti que c'était peut-être le point d'achoppement, que c'était le truc qui fait que si Lugano le conserve peut-être pas, c'est parce qu'ils ont fait leur analyse et qu'ils se disent ouais mais sur un top 6 avec 6 étrangers, on peut trouver un gars qui est plus responsable défensivement, puis que ma foi, ben voilà, on a priorisé Fazzini au niveau offensif, Luganais, faire partie du projet, on a priorisé Riva pour la défense. On pouvait pas garder tout le monde, voilà. Bah on a fait un choix et on s'y tient quoi. Maintenant voilà, ben tu peux réfléchir différemment et puis te dire effectivement avec le fait qu'il y ait 6 étrangers. Est-ce que la saison prochaine, très probablement, est-ce que ça n'aurait pas été une autre option de te dire, ben, on cherche des Suisses pour compléter nos lignes 3 et 4 avec un Marco Pedretti, par exemple, à Zurich. Je dis pas, je pense pas qu'ils sont dessus, j'en sais rien, j'ai pas l'info, je ne sais pas. Mais c'est un joueur en fin de contrat qui peut t'aider sur une troisième ligne, puis tu dis, ben voilà, par contre, on prend un étranger au poste où on imaginait aller sur Bertaggia. Je pense pas que c'est une mauvaise signature. Je pense que s'il est dans de bonnes conditions et s'il a un style de jeu qui lui convient, ce qui n'a pas l'air du tout d'être le cas du côté de Lugano, il peut marquer ses 15 buts dans la saison. Il va falloir le remettre en powerplay parce que là, il joue très peu en powerplay. En boxplay, on n'en parle même pas. Si Cadieux sait l'utiliser, ou je dis Cadieux, mais en fait, non. Si le successeur Yann Cadieux ou Yann Cadieux, on verra comment ça va se passer le poste d'entraîneur du côté de Genève. C'est l'utiliser, ça peut être une bonne pioche, mais il y a un ou deux points d'interrogation autour de cet engagement. On a presque un peu teasé ça en parlant de la faute de Tom Ernest, puis du match Genève-Bienne. Bon, on se dit, on continue avec Bienne, qui traverse... Et on n'a pas beaucoup parlé de cette faute, finalement. Ouais, c'est ça. On passe à Bienne parce que ça va pas tellement bien du côté de Bienne, avec 3 défaites de suite. On avait déjà parlé d'une défaite lors de l'épisode précédent. Entre-temps, il y a eu un revers à Zurich 5-2, et puis donc 7 défaites contre Genève. On a une question de Jean-Philippe Ritz qui dit « Pourquoi le schéma est-il toujours le même au HC Bienne avec un début de saison en fanfare suivi immanquablement d'un puissant Novemberloch ?» Donc le trou de novembre. C'est pas si faux. Et c'est clair qu'on a toujours tendance à ne pas être trop critique envers Bienne, parce que l'histoire nous a appris que tel le phénix, ils arrivaient toujours à renaître de vagues cendres. Hein. Je crois que c'est peut-être un peu exagéré. Et jusqu'à preuve du contraire, le HC Bienne est toujours dans le top 6, avec quand même des points d'avance. Donc, on va pas non plus commencer à tirer la sonnette d'alarme, il me semble. Non, mais par contre, effectivement, le Novemberloch, Bienne, c'est 20 matchs, 42 points pour commencer la saison, et 10 matchs, 10 points après. C'est quand même... Les 10 derniers matchs, ils ont 7 défaites. Donc, je suis assez d'accord. On peut gentiment se poser des questions sur le HC Bienne. Comme tu l'as très justement dit, on fait assez peu ici parce que, en fait, chaque année, ils commencent bien. Donc, ils se foutent au chaud pour toute la saison. Puis après, ils peuvent faire ce qu'ils veulent derrière. Nous, on a d'autres chats à fouetter. C'est la cigale à fourmer ou bien l'écureuil avec les noisettes. Il en a mis assez de côté. Après, c'est bon. Voilà, du coup, il y a tout le temps des autres romans derrière où on peut un peu mettre le focus. Là, il y a eu Genève, il y a eu Lausanne en début de saison. Du coup, eux, ils passent complètement sous le radar. Mais oui, cette période est assez turbulente du côté de Bienne. Tu disais, moi je me suis dit, excuse-moi de t'avoir coupé. Non, pas de souci. C'était peut-être que on a souvent thématisé sur les blessures en disant on s'en sort bien. Puis au bout d'un moment, tu tires sur la corde, elle finit par plus ou moins lâcher, parce que c'est presque mécanique de dire qu'on va pas pouvoir tenir tout le long comme ça.
À cela s'ajoute la blessure de Damien Brunner, qui est franchement, qui est visiblement out pour un bon moment. On n'a pas encore eu Pas eu de diagnostic précis, enfin des élongations aux adducteurs, on nous a tout de suite dit après le match. Ouais. J'ai parlé un moment avec lui, elle m'a dit on ne le revoit pas cette année. En même temps, cette année, c'est dans 3 semaines la fin de l'année avec la pause de l'équipe nationale, donc ça va. C'est moins, honnêtement, moi quand je le vois tomber, j'ai l'impression que le genou a tourné. Ouais. Honnêtement, vu comme lui réagit aussi. Je me dis, ouf, ouais, là, il y a eu un truc très grave. Ensuite, il y a les images où tu le vois aller dans le couloir, il s'effondre dans le couloir. Tu dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Et derrière, ça a l'air d'être que, entre guillemets, entre plein de guillemets, que les adducteurs qui sont pas déchirés. Il y a un peu de soulagement quand même. Parce que moi, j'ai directement écrit à une personne à la patinoire, un spectateur zélandais de la patinoire. Je dis, on ne le revoit plus cette saison sur ce qui vient de se passer là. Puis il m'a dit, ouais, alors je suis très inquiet. Stéphanie Meria, je crois, à la RTS aussi était assez pessimiste. C'était voilà, mais de nouveau, on n'est pas médecin pour le Covid, on n'est pas médecin pour ce genre de truc. Non, vraiment pas. Mais effectivement, ben voilà, si Damien Brunner venait à manquer un peu de temps, ce serait très embêtant. Surtout que sa ligne avec Kunti et Kunsley est assez bonne, même si ces temps, elle est un peu moins en réussite. Mais globalement, si on prend les 2 matchs du week-end, alors le match à Zurich, de temps à autre, Zurich a le droit de faire des bons matchs. Je crois que c'était le cas vendredi. Et là, ils se sont pris un gros Zurich dans la tronche vendredi soir. Par contre, moi, je trouve que contre Genève, Bien n'est pas très bien payé. Bien mérite en tout cas pas une défaite en 60. Je pense qu'ils font globalement un match assez solide. Offensivement, ça a bien tourné. Le jeu de transition, je l'ai trouvé assez inspiré. Ils ont une quarantaine de shoots. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à redire sur la prestation biennoise de ce soir-là. Mais qu'est-ce qu'ils ont tiré à côté durant toute la soirée? J'ai 2 scènes qui sont quasi consécutives de Grossman, qui est seul à 5 mètres, et les 2 fois, il allume le plexiglas, mais comme un sourd. Alors que, bien sûr, si tu vises, tu peux cadrer plein centre et puis mettre sur le plastron du gardien pour dire au moins t'as cadré, mais ça n'aura pas servi à grand chose. Je comprends bien, hein. Mais j'ai trouvé qu'ils se sont créés beaucoup d'occasions. Ils ont 14 tirs à côté de la cage selon les statistiques. Moi, je pense même qu'il y en a un ou deux de plus. Leur powerplay leur amène pas grand chose en ce moment. Au contraire, ils prennent des buts. Ils prennent 2 buts sur 3 en infériorité numérique. Alors que eux sont en supériorité numérique. Ouais, il y a 2-3 petits couacs actuellement, mais moi je me dis quand même que sur ce qu'ils présentent sur la glace, ça va encore. Il y a un joueur que j'aime bien, c'est Tino Kessler, qui, je trouve, est en train de monter. Est-ce que peut-être dans l'esprit, même s'il y aura plus d'étrangers, est-ce qu'on pourrait voir un Tino Kessler remplacer un Michael Ugly, par exemple, sur un bloc offensif biennois? Je sais pas, mais en tout cas, je trouve que c'est quelqu'un qui a été amené progressivement et que de temps en temps, il a la chance de combler quand il y a un blessé. Quand il y a un truc, puis tu viens de dire combler la place d'un blessé. Damien Brunner, je pense qu'on a peut-être une chance d'avoir un Kessler Kunti Kunsley. Ouais, ça, c'est un peu le hockey manager qui parle. Non, mais je pense qu'il est pas si bon marché que ça. Hein. Ouais. Tino Kessler, il a quand même déjà 17 points en 30 matchs. Mhm. Il fait une belle saison. Ouais. Si tu te rappelles, la saison passée, il a même fait une pige à chaud de fond. La saison d'avant, il fait une pige au Ticino Rockets. Puis là, c'est le 5e meilleur compteur du club avec 17 points. Tu parlais de Michael Ugly, il est dans les mêmes eaux que lui. Il a 3 matchs de plus et 2 points de plus, mais il a plus de points que Kunsley, qu'on encense finalement assez souvent pour d'autres. Il fait d'autres choses sur la glace, Mike Kunsley, qui se voit peut-être un petit peu moins que les points. Mais oui, c'est une jolie trouvaille de la part de Bien d'être allé les chercher à Davos, justement. Et je me réjouis de voir justement avec Damien Brunner blessé comment il va pouvoir peut-être se faire une place dans l'alignement. Et est-ce qu'ils vont lui donner un rôle un peu plus en vue encore là? Je sais pas. Oui, il y a une autre question. Est-ce que on rappelle l'ex Yanis Moser, si on veut, hein, ils ont le droit à 5 étrangers. Oui. Donc, et ils l'ont pour l'instant quasiment jamais utilisé, il me semble. Non, de temps en temps ils vont chercher Tretness, mais j'ai l'impression Voilà. que c'est à chaque fois qu'il y a un problème plutôt. Bah, pourquoi pas aller peut-être se chercher un ailier étranger. Tu parlais de la KHL et de la Liga, la SM Liga finlandaise qui n'ont pas de relégation. On sait qu'en général, c'est un peu à ce moment-là que quand certains clubs sont largués, hop, ils dégraissent 2-3 gars, ça leur fait un peu des petits sous.
Comme ça, ils perdent un peu moins de pognon. Et Mhm. puis, je crois que Yakovenko était venu de un peu de sa première pige à Bienne. C'était un peu comme ça. Hein. Il venait de KHL. Libor Udacek l'année passée, c'était sauf erreur la même chose. Exactement. C'est bien possible qu'il y ait quelqu'un qui soit disponible. La limite, c'est le 31 janvier. Oui. Hein. Enfin, là, je suis un peu moins sûr vu qu'il y a les Jeux Olympiques. Ouais. Est-ce que ça Une change fois, c'était quelque chose? 15-16. Hein, Exactement. ouais. Donc ça, je me suis honnêtement pas renseigné et on va le faire assez vite. Mais en tout cas, on sait il y a encore le temps et que de toute façon, si les clubs sont largués maintenant, ils le seront toujours au mois de janvier. Puis ça permet de se dire, on paye le type 4 mois au lieu de 3, enfin, etc. Et puis on peut économiser un bout. Pas dommage. Donc ouais, j'avais un tout petit doute quand je disais Udacek, est-ce qu'il venait bel et bien de KHL? Mais oui, Oui. il vient du nom du club au nom complètement imprononçable, j'ai pas essayé. Donc oui, il vient de KHL la saison dernière et nouveau le cas cette année du même club au nom imprononçable en provenance de KHL. Donc oui, ça peut être une piste, t'as raison, j'y ai même pas pensé et va falloir poser la question à Steinager tout bientôt. Voilà, je crois qu'on a fait le tour avec Bienne. En fait, non. Pardon. Il y a la faute de Gaëtan Haas. Oui, on va en parler quand même, t'as raison. On nous a posé la question aussi, et c'est pour ça que des fois je me dis, c'est compliqué parce que on a l'impression que l'œil genevois a envie de mettre en tôle, non, j'exagère, mais et que ça n'a pas été sifflé. Et je trouve qu'il se tourne un peu avec quand il arrive dans la bande. On sait qu'en plus Gaëtan, c'est pas un joueur qui a tendance à faire des fautes vilaines. Maintenant, ça peut arriver, ça va tellement vite que t'as pas l'envie de faire une faute vilaine, mais c'est quand même ton coude ou ton épaule qui rencontre la tête du joueur. Moi, je trouvais que c'était correct. J'aurais honnêtement pas voulu mettre une pénalité de match à Gaëtan Haas pour ça, mais Non, je sais pas si j'ai raison. Hein. Ouais, j'arrive pas à savoir sur les images, est-ce qu'il se fait mal parce que la tête tape la bande ou est-ce que le coude vient à la bande. Je crois qu'il il était touché au niveau de la joue également, donc il s'est fait mal en tapant contre la bande. Je suis emprunté avec cette scène, et enfin, il faut en parler, hein, c'est pas la question, mais je suis emprunté, ouais, parce que c'est Gaëtan Haas, donc tu dis, ok, il a pas un lourd passé. Si c'est Claudio Cadonno ou au hasard Fabrice Herzog qui fait ça, tu dis ouais, là le bonhomme, on connaît un petit peu son CV, donc il n'y a pas le bénéfice du doute. Et là, j'ai presque l'impression que Gaëtas, il doit bénéficier de ce bénéfice du doute sur ce coup-là. Parce que je trouve que le puck aussi, il est tout prêt. Il y a cette charge de Douai, en fait, ce qui me déplaît. Et je crois que c'est Geoffrey Vauclair sur le plateau des Puckalistes qui l'expliquait aussi. Et moi, c'est aussi ce qui m'a tout de suite frappé. C'est qu'en fait, Dominique Egli, il fait sa passe. En fait, il met en fond de zone. Et le puck, il est loin. Puis tout d'un coup, il y a le train qui arrive, puis bam. Et ça. À 1,5 m de la bande. Là, Teumanes, il est à la bande. C'est quand même encore. Et le puck est un peu vers les patins et tout. Donc, c'est quand même une phase où le jeu se déroule. Mm-hmm. Donc, c'est ça qui me fait donner des circonstances atténuantes à Gaëtan Haas, ce qui plaira peut-être pas aux Genevois, mais j'ai de la peine à le clouer au pilori, en fait. Oui, non, complètement de cet avis également. On passe à Lausanne, qui devait faire 9 points, on va dire, avec les 2 matchs contre Ajoie et la réception de Davos. Bien sûr que c'était pas simple, mais c'était à domicile. Ils auraient dû faire 3 points si Cody Almond n'avait pas été gland et pas fait un pénalty. Almond, gland, c'est volontaire ou pas du tout? Ah non, c'était pas volontaire. C'est très joli, bravo. Et qui prend une pénalité stupide, et du coup qui coûte, pour le coup pas le match, mais qui coûte des points. Parce que Lausanne menait 2-1 et ils se prennent l'égalisation à peu près dans la dernière minute quand Davos sort son gardien. Ça coûte le match en un sens quand même. Oui, mais c'est-à-dire qu'au moins Lausanne fait 1 point. Ouais, ça coûte 2 points, disons. Mais c'est vraiment... je pense qu'ils auraient mérité, ou en tout cas ils auraient voulu beaucoup plus. Mérité, je suis d'accord avec ce premier terme. Et puis, il y a derrière la victoire contre Ajoie, qui est 6-1, le score est peut-être un peu lourd, mais Ajoie, en fait, les vannes se sont ouvertes à la fin. Et là, tout d'un coup, là aussi, on a des messages sur les réseaux, des fois des messages privés aussi, pour nous dire qu'on est très gentil avec Ajoie et qu'on
qu'est-ce qu'ils sont dominés. Alors oui, toutes les statistiques feront, mais un peu de peine aussi à les enfoncer. Parce que je trouve qu'ils n'ont pas forcément les mêmes armes que tout le monde en cette saison. Mais Ouais, ça, et qu'on s'y attendait. On s'y attendait très clairement exactement. à ce que ce soit compliqué pour Ajoie. Disons qu'on est un peu emprunté avec ce club parce que avant la saison, on s'attendait à ce qu'ils fassent 25 points. Moi, je pars tout le temps de. J'ai des attentes pour les clubs avant la saison, puis en rapport à ces attentes-là, après, ben, je regarde un peu ce qu'ils font, puis je me dis, ok, ben, c'est un peu mieux que ce que j'attendais, c'est un peu moins bien, ou c'est plus ou moins ce que j'attendais. Là, ils ont 18 points en 29 matchs. Je les imaginais à 25 en me disant, ouais, il va falloir les faire les 25 points quand même. On est bien en avance sur le montant de passage. Du coup, moi, derrière, j'ai de la peine à dire, ah, ils font que de la merde, ils sont nuls, ils sont ci, ils sont ça. Bah non, ils font un petit peu mieux que ce que j'imaginais. Bah, c'est déjà pas mal parce que j'avais presque l'impression d'être sympa avec eux en leur donnant 25 points. Ils vont faire mieux que 25 points. Puis surtout, moi, c'est l'année prochaine où je les attendrai au tournant. Et c'est là où je pense que Ajoa va devoir faire un pas vers l'avant. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être qualifiés pour les playoffs top 6. Par contre, on ne pourra plus leur laisser passer des soirs où tu te prends 8-1 et puis tu dis, ouais, bon, quand même, ils se sont bien battus jusqu'à la 27e. Quoi. Tout à fait. Mais alors, on reparle de Lausanne parce Oui, que... et ceux qui veulent parler de Douai, c'était juste dans la fin du segment d'avant. On l'a déjà évoqué. On l'a évoqué. Puis la faute de Stransky sur... On nous pose la question Oui. aussi, la faute de Stransky sur Genadzi. J'ai essayé de faire un truc où on voit un peu mieux une vidéo pour voir cette faute de Stransky parce que forcément que comme il y avait eu la faute de Douai sur Egli, alors après on vient nous dire oui mais alors là il y a une faute de Stransky sur Genadzi qui méritait de l'envoyer au goulag ou à Barskazan comme Barberio, mais ça on y reviendra après. Là, Stransky, honnêtement, je crois qu'il a eu 2 minutes. J'aurais pu vivre avec un match de suspension pour le cross-check. Mais Genadzi fait pas exactement le même l'année passée, où il met un coup derrière la nuque, mais je me souviens malheureusement plus du joueur et il prend 2 matchs, si je me rappelle bien. Ouais, je pourrais te dire que Andrighetto aussi, quand il met sur Udon, elle part Non, mais vraiment, du dos et elle monte sur la nuque. bataille devant le but et coup de crosse depuis derrière sur son adversaire. C'est vraiment le même genre de faute. Il avait pris 2 matchs. C'est ironique. Je compare pas les charges, mais Ouais, c'est ouais. ironique que ce soit Genadzi à ce moment-là Bien sûr. qui lui avait pris 2 matchs. Moi, je trouve qu'il se penche un peu en avant, Il est un peu en malheureusement. avant, ouais. Il est un petit peu penché vers l'avant. Comme tu dis, je pense que tu dois pouvoir lui donner un match aussi à titre pas préventif, mais dire non, attention là, tu t'es allé haut avec ta canne. On n'est pas à 100% sûr que c'est une agression parce que si on est à 100% sûr, on te met un peu Ouais. plus. Là, l'autre, quelle est la conséquence? Comment va Genadzi? J'ai pas la réponse à cette question. Ils ont la réponse à cette question. Et si Genadzi, il dit bah non, c'est bon, ça m'a tapé le haut de la protection, tout va bien, j'ai rien senti. Peut-être aussi que c'est pour ça que derrière ils disent ok, bon, on va pas plus loin. Tout à fait. Ou alors s'il a la mal à la tronche le lendemain matin au réveil, là tu dis ouais, peut-être qu'il a tapé la tête et donc ça méritait plus. Sur les images, il y en a une qui est la caméra depuis en dessus, il faut vraiment s'en méfier de celle-là, je trouve, sur ce genre de scène. C'est la deuxième fois. Aussi, c'était quoi, Herzog sur Dufner, j'ai l'impression. C'est Christian Kapp qui avait déjà mis les images où tu avais l'impression avec cette scène-là, je trouve que la perspective elle est toujours un peu biaisée et je l'aime pas cette caméra pour les fautes. Et là, tu as vraiment l'impression qu'il va l'arracher la tête avec la canne, alors que moi j'ai l'impression qu'il vient plus sur le dos. Mais elle est vraiment, vraiment litigieuse. Et disons que sur ce match-là, Douai s'en sort bien et je pense que Stransky s'en sort bien. Exactement. C'est un bon résumé. Lausanne, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que contre Ajoie, alors c'était pas flamboyant lors du match à Malais, avec cette victoire 2-0, mais c'est quand même 6 points. Tu t'attends à ce qu'ils fassent 6 points. Ils ont fait 6 points. Voilà, c'est très bien. Sur le match en Ajoie à Porrentruy, c'était mieux, dans le sens où la 4e ligne aussi a réussi à marquer des buts. On a un Baumgartner qui revient gentiment, qui commence à marquer. J'attends quand même toujours plus d'une ligne composée de Ria, de Fuchs et de Berchi. Ça changera pas. Ouais, et je complètement leur demande pas de marquer 3 points par match, mais je trouve que... Alors Fuchs, c'est pas mal. Fuchs dans le rôle du distributeur, dans le rôle de celui qui va trouver les bonnes lignes de passe. Tu vois qu'il a un hockey IQ, et en tout cas une capacité à faire des passes qui font mal, qui est là.
Ça, c'est clair. Ce sens du jeu de Jason Fuchs, de Benjamin Baumgartner au centre, c'est vraiment bon pour ce Lausanne HC. Moi, j'aime bien ces deux joueurs. À l'aile, c'est pas des joueurs qui sont ultra physiques, c'est pas des joueurs qui sont Non. si rapides que ça. Et moi, je pense qu'ils sont beaucoup plus précieux à cet endroit-là. Et encore une fois, Baumgartner nous l'a suffisamment dit, suffisamment une fois, mais il l'a vraiment martelé en disant qu'il se sentait bien à cette position-là. Fuchs, bien le faisait jouer à l'aile, aussi par rapport aux questions d'engagement. C'est ça. Euh, C'était le gros truc, les Mais face-off. si tu le mets avec Christophe Berchi, qui, pour le coup, est capable de gagner les engagements, et tu lui fais prendre les engagements, mais après, chacun reprend sa place centre-aile, why not, hein, moi, ça me choque pas. Il faudra un jour qu'on parle de Christophe Berchi, mais on l'a pas déjà fait la semaine passée, où ça faisait un moment qu'il était un peu à la peine. Mais moi, la ligne de centre lausannoise me plaît bien, parce que Fuchs, voilà, Baumgartner en a parlé, puis Ken Yeager, lui aussi est gentiment en train de faire un pas vers l'avant, et ça va être intéressant de voir comment va faire Lausanne, qui a une option pour la saison prochaine de Ken Yeager. Ah, je pensais que c'était 3 ans, en fait, c'est 2+1. Sauf, oui, c'est sûr, 2+1, il y a option D'accord. pour l'année prochaine. Et du coup, alors ça va permettre de faire une transition qui va être belle, tu vas voir. L'année prochaine, il pourrait y avoir Théo Rochette qui débarque en Suisse pour jouer à Lausanne. 24 heures avait annoncé qu'il avait un accord s'il ne se passe rien en Amérique du Nord. Théo Rochette me l'a confirmé dans l'interview que j'ai faite de lui avant la saison. Donc l'info de Jérôme Renard, comme très souvent, était très juste. Tu fais quoi? Est-ce que tu dis, bon, Ken Yeager, bien, mais on a besoin de place un peu au centre, merci de t'en aller, ou est-ce que tu le gardes? Ouais, c'est une très bonne question. Et comme on était sur Ajoie, mais j'ai peur que malheureusement le salaire ne matche pas. Mais si j'étais Ajoie, je me renseignerais par exemple sur un joueur comme ça, parce que je me dis qu'un Ken Yeager dans un club comme Ajoie, Ouais, moi je pense qu'il va trouver mieux. mais je pense qu'effectivement. Enfin, il va trouver, j'en sais rien. Il peut- va peut-être jamais chercher parce que Lausanne va Exactement, activer mais son si, option. mais alors, si on fait du hockey fiction, hein, on pourrait se dire que un Cloton pourrait être un bon point de chute pour un Ken Yeager qui continue à sa progression et qui pourrait jouer dans un rôle plus offensif qu'à Lausanne. On pourrait imaginer Langnau peut-être. Il y a 2-3 possibilités, effectivement, tu as raison, qui en plus matcheraient mieux au niveau des prétentions salariales qui seront évidemment hors d'atteinte pour un club comme Ajoie. Ouais, et puis c'est un centre. C'est un assez jeune centre. J'ai souvent ironisé sur le fait que à Lausanne, on le considère comme le petit jeune alors qu'il a 23 ans. Mais en tant que joueur de centre, c'est encore un jeune centre qui est toujours en train d'apprendre son rôle parce que il a pas mal joué à l'aile aussi, parce qu'il faut lui laisser du temps pour s'acclimater à cet endroit-là. Ça va un petit peu mieux. Je ne suis pas en train de dire que c'est la pierre angulaire de Lausanne HC de la saison prochaine. Mais il y a un pas vers l'avant et c'est intéressant de voir ça. Donc Fuchs, Baumgartner, Yeager. Tu dis ok, Emerton, si on prend. Emerton devant, effectivement. C'est intéressant. Et si tu réfléchis, vu que Barberio maintenant est parti, parce que après, je parlais de transition avec Théo Rochette parce qu'il fallait qu'on en parle après pour l'équipe de Suisse. On nous a posé pas mal de questions à ce sujet. Mais avec Barberio qui s'en va, ça veut dire que tu peux rechercher un étranger. Tu fais En quoi? attaque. Tu prends un attaquant ou un défenseur? Alors, sans hésitation aucune, un attaquant. J'hésite pas non plus, ça peut te rassurer. Je dois dire qu'on a vu le Barberio Gernat qui était absolument pas convaincant. Et parce que surtout aussi, simplement, Lausanne a des excellents défenseurs suisses. Bah oui. Il y a un moment, ça devient débile de se dire, alors là, ok, Marty est encore sur les plots, mais il y a Justin Kruger qui peut entièrement, alors, avait vu l'expérience qu'il a à 34 ou 35 ans, il peut parfaitement encore combler ce vide de 6e défenseur. Il paraît qu'il s'est à peine patiné, selon certains. mais malgré tout, pour un joueur qui s'est à peine patiné, il rend de précieux services quand même. Je trouve que c'est typiquement le genre de joueur, quand tu as dans le line-up ou quand tu as dans ton roster, il fait du bien parce que tu n'as pas besoin de te poser la question de savoir est-ce qu'il va peut-être me coûter des trucs, il va faire ce qu'il sait faire normalement. Et pour ça, alors pour le coup, bien vu de Svoboda. Après, combien il te coûte, ça pourrait être, on pourrait peut-être dire moins bien vu de Svoboda, mais en tout cas, si on fait abstraction du salaire, le fait de l'avoir comme police d'assurance, c'est excellent. Dans un monde sans salary cap, finalement, voilà. Complètement. Et t'as plein de défenseurs qui sont capables d'encaisser aussi 22 minutes. Je veux dire, entre Frick, Gernat, Eldner, Genadzi, Glauser, sont tous ça fait déjà 5. Hein. Tout à fait. 5 défenseurs qui peuvent prendre 22 minutes tous les soirs sans trembler. Marty, quand il serait de retour de blessure, c'est exactement la même chose. Si tu as 6 défenseurs à 20 minutes, tu as tes 60 minutes de match qui sont
qui sont là. Hein. Donc, non, effectivement, il faut prendre quelqu'un devant. Surtout que Lausanne, devant, il faudrait un ailier, buteur, capable de marquer 1 ou 2 buts en powerplay de temps en temps. Ça pourrait... Genre Charles Ludon, au hasard. Je dis pas que c'est lui la solution, hein, mais ce profil-là manque énormément au Lausanne HC. À part ça, là, quand tu te rappelles de... Mais de nouveau, hein, c'est la même chose. Il y a deux il y a deux parties, mais qu'est-ce que Malguin et Hudon faut là que les supporters lausannois, et je pense qu'ils vont pas l'oublier, mais se rappellent de ce moment-là, avec la ligne avec Gibbons, un temps, c'était vraiment du très très bon hockey. Et dommage qu'il n'y ait pas eu beaucoup de... Enfin, qu'à un moment, les spectateurs aient dû partir, parce que c'était vraiment hyper chouette à voir. Est-ce que c'était parfait? Est-ce que Hudon était le parfait complément du truc? Je sais pas. En tout cas, de temps en temps, le tir partenant à Lucarne, c'est là que tu vois, quand il est pas là, qu'il manque un peu... Je trouve qu'il manque de la folie. À Lausanne, je me faisais cette réflexion, parce que dans certains cas, tu te dis, ah, ça fait plaisir de voir tel joueur. Alors, Malguin Andrighetto, en ce moment, c'est pas formidable. Hein, de loin pas. Il manque un peu de folie, là aussi. Ouais. Mais tu sais que tout d'un coup, ils peuvent te sortir quelque chose. Tu sais qu'à Langnau, justement, tu as Olofsson qui marque plein de points, tu as Pessonen, tu as Grenier. Les enfants, ils vont vouloir aller voir les matchs en se disant « Ah, mais c'est cool parce qu'il y a ça. » En tout cas, je me rappelle que quand j'étais gamin, et même quand je suis plus gamin, c'est un ou des joueurs qui vont me faire aimer quelque chose. Et à Lausanne, en ce moment, je trouve qu'il n'y a personne qui remplit ce rôle. C'est-à-dire qu'on s'attendait peut-être qu'à ce que Berchi le remplisse. Il le faisait un peu plus l'année passée, mais il y avait Malguin et Hudon qui étaient un peu plus flashy, on va dire. Là, c'est compliqué de s'identifier. T'achètes le maillot de qui, en fait? Sachant que Berchi se tire, donc... en plus, c'est ça. C'est que du coup, tu perds ta star. Mais est-ce que tu as envie d'acheter le maillot de Frolic? Tu as envie d'acheter le maillot de Gernat, etc. Je suis pas sûr. Tandis que tu vas peut-être avoir le maillot de Noro, le maillot de Gunderson, un truc comme ça, plus facilement. Et qu'à Lausanne, ça serait bien qu'il y ait une star. Ou l'idéal, ce serait qu'il y en ait plusieurs, hein, mais déjà une. Un gars sur qui tu peux dire ah ouais, c'est... l'allume-feu, ça devrait être Berchi. Si on fait abstraction de la saison prochaine où il s'en va, mais sur cette saison, c'est lui qui devrait avoir ce statut-là, qui devrait être le vendeur de maillots, on va dire, du côté de Lausanne HC. Mais je suis d'accord avec toi. Et là, il a 28 matchs, 20 points, il a 10 buts, 10 passes. Tu dis, ouais, ça, c'est correct. Tu as Tom Ernest qui a plus d'un point par match en tant que défenseur. Il n'y a pas un gamin à Genève qui se dit pas Tom Ernest. Et puis même des adultes, on en a assez de potes qui sont fans absolus d'Henrik Tom Ernest. J'en ai même un en face de moi en ce moment. Mais ça arrive. Dans l'absolu... Voilà. Mais voilà, Berchi, là, il sort de 2 matchs avec 2 buts, un contre Davos, un contre Ajoie. Mais avant, c'est 8 matchs, 1 but, je crois que je le disais la semaine passée. Ouais. C'est compliqué, mais si lui commence à tourner, justement, puis on parlait de laisser un petit peu de temps avec cette ligne qui est en train de se créer finalement avec Fuxeria, s'ils arrivent gentiment à devenir cette première ligne d'impact, parce qu'encore une fois, et je veux pas parler d'Iri Sekac à chaque fois, mais Iri Sekac, c'est pas un joueur, un ailier dominant de première ligne de ce championnat. Ça veut pas dire que c'est pas un bon joueur dans ce championnat. Par contre, si c'est ton ailier de deuxième ligne, si c'est ton secondary scoring, un Iri Sekac, je pense que c'est pas mal. Mais il a peu d'impact, je trouve. Alors que moi, j'en attendais un petit peu plus, je dois quand même avouer. Même si on m'avait mis en garde, attention, tu verras, il est grand et solide, mais il n'est pas ultra rapide. Alors, je confirme. On a forcément des questions. Alors, les gens étaient prompts à nous poser la question sur Barberio. On a appris ce matin par communiqué du Lausanne Hockey Club qui était très intelligent. Ça, c'est des clubs pro. Quand on a des communiqués de presse à 9h, comme ça, juste avant Colfax. Voilà. Ça, c'est bien vu. Merci beaucoup, Lausanne Hockey Club. Donc, prêté à Bars Kazan, c'était un peu... Tu l'avais sous-entendu aussi, c'était les bruits que tu avais... Moi, c'était qu'il allait partir très vite, mais je pensais honnêtement qu'il resterait en Suisse. Tu le disais au Pécaliste aussi. Exactement. Alors, Jérôme avait dit qu'il partait lui, enfin qu'il avait aussi entendu un départ, il avait entendu la KHL, oui. Donc il a eu raison. Moi, je pensais honnêtement qu'il allait lui avoir un peu plus de levier en disant non, mais moi, on m'envoie pas au goulag. Le pauvre, hein, j'ai presque honte qu'on ait dit ça parce que ça va. Je fais la vie de hockeyeur, on va quand même pas le plaindre. Complètement. Mais moi, j'ai une question avec cette histoire.
C'est qui le capitaine du LHC maintenant? Ah, non, mais ça, alors, cette gestion-là, ma foi, Petr Svoboda, alors on peut peut-être applaudir en disant il a réussi à s'en débarrasser pour le coup. Absolument. Donc finalement, en plus, je pense que la KHL va payer le joueur. Donc là, ils vont pouvoir éventuellement économiser un peu de salaire. Il sera toujours sous contrat la saison prochaine. Ça, c'est à ne pas négliger. Maintenant, l'idée est un petit peu la même que pour Aaron. C'est que il se fait une bonne pub, Oui. tu sais bien qu'il y a un club de KHL qui va dire attends, quoi, il a encore un année de contrat, on s'en fout, on le prend. Et puis Lausanne dit oh, écoutez, prenez-le. Mais pour revenir à ta question du Capitana, c'est un gros souci. Parce que finalement, tu le donnes à quelqu'un en disant bon, en fait, on est un peu désolé, il faut trouver quelqu'un d'autre. Du coup, à mon avis, pour s'éviter, en gros, des soucis, je crois que c'est Lucas Frick qui doit être qui a déjà eu le C. Puis à la rigueur, tu le donnes à Lucas Frick, il est là encore pour longtemps. Je sais que Gennady est là, hein, finalement, mais bon, on va dire que c'est plus cosmétique pour cette fin de saison. Et puis basta. Mais ça, c'était une erreur. Mais moi, je le mettrais. Je me dis, évidemment que Gennady, dans l'absolu, voilà. Mais comme c'est parti comme ça. Ouais, je pense que tu as identifié la bonne personne. Lucas Frick, on parle assez qu'il manque de figure identitaire, disons, mais finalement, lui, c'est là, il est en train de jouer sa 5e saison avec Lausanne. C'est à Lausanne qu'il est devenu un joueur de championnat du monde, pas un international, de championnat du monde. Il est là depuis 5 ans, il fait pas vraiment de vagues, mais ni en bien ni en mal. J'ai pas l'impression que c'est un meneur d'hommes incroyable à la Noah Rod où tu te dis, ok, lui, on va le suivre à la guerre. Mais je pense qu'il peut incarner cette position. Mais de toute façon, pas moins bien qu'un Marco Barberio qui n'est pas là, hein. qui n'est déjà pas là. Puis quand il est là, il l'incarne encore moins bien que quand il n'est pas là. Je pense que tu as identifié la bonne personne. Gennady, ça aurait pu aussi pour l'ensemble de son œuvre, on va dire. Mais finalement, on se rappelle qu'il y a 2 mois, il était suspendu à l'interne pour une histoire, alors qu'il s'est clairement réglé depuis. Tout le monde a mis de l'eau dans son vin et l'eau a coulé sous les ponts avant d'aller dans son vin. Enfin bref, tout ça. Ouais, c'est presque encore un peu frais pour le mettre à Gennady. Tu dis, ok, Frick, de toute façon, tu es encore là jusqu'en 2025. Voilà, c'est toi le futur, c'est toi notre nouveau capitaine. Ça ferait beaucoup de sens, je trouve. On avait aussi une question d'Alain Emery. On était beaucoup à se poser la question de pourquoi 3 gardiens à Lausanne. Mais Sauvenin n'a-t-il pas eu faim et s'est évité des nuits moins compliquées que Gauchi ou Eichmann? Pour cette saison, entre parenthèses, pour cette saison, l'année prochaine, les DG se tourneront sûrement sur un import. Pourquoi il dit ça, Alain Emery? C'est parce que Tobias Stephan, Luca Bolshauser et Östlund. Östlund qui a été prêté à Ajoie, qui est revenu en emergency call pour quand Tobias Stephan a pété. Pas tout de suite, parce qu'il a dû attendre un ou 2 matchs pour revenir. Ajoie s'est retrouvé un peu dans la sauce, parce qu'il n'avait plus de deuxième gardien véritablement solide. Mais Östlund, il n'a toujours pas joué un match. Hein. C'est Bolshauser qui fait tous les matchs. Donc, Ouais, non, je suis pas... Si Bolshauser saute et que Östlund joue 3 matchs et gagne 3 matchs au LHC, je peux entendre. Mais non, je suis pas en train de dire que c'était une bonne idée de Svoboda sous prétexte que le gardien titulaire était blessé. Si tu me dis... Pardon. Lausanne, on le disait quand même déjà avant la saison, avec Stephan et Bolshauser, c'était l'une des meilleures paires la saison dernière. Ouais. Donc pourquoi tu viens rajouter une 3e couche? Si tu as, prenons l'exemple de Fribourg ou Connor Hughes quand il joue, tu es quand même toujours un peu... Je te donne un exemple tout bête. Samedi soir, j'avais pas vu les line-up avant. Enfin, j'avais vu les line-up pour faire mon hockey manager, mais j'avais pas regardé le gardien titulaire du Gotteron. Et j'avais pas vu que c'était Connor Hughes. Quand j'ai vu qu'il y avait 4-4 après 41 minutes, j'ai dit c'est bon, on va pas regarder, on sait qui est devant le filet. Pas manqué. Et il y a quand même, si t'es Fribourg où t'as un titulaire en puissance et un numéro 2 où tu te dis je pars pas très loin à la guerre avec machin, j'entends d'avoir un 3e potentiel. Parce que t'as pas les reins ou les épaules assez solides à cet endroit-là. Par contre, Lausanne pas. Lausanne a un gardien numéro 1 très bon, un numéro 2 qui tient vraiment la route. Donc, je suis pas sûr que c'était une police d'assurance vraiment nécessaire. Après, on est en Suisse, le pays des gens bien assurés. C'est peut-être une manière de se mettre dans la culture suisse, de vraiment s'assurer bien ses arrières. Et on s'assure encore plus si Pounenovs vient en sus la saison prochaine et que visiblement Bolshauser ferait le chemin inverse et se rendrait dans l'Emmental, ce qui serait
finalement le truc plus logique. Mais Comme j'ai déjà dit une fois, hein, si tu engages tous les gardiens suisses du monde, les 11 autres clubs doivent engager des étrangers. Hein. exactement. C'est une superbe stratégie. Malin. Mais là, l'actualité du Lausanne HC cette semaine, Ah bon? outre Barberio qui s'est greffé, c'est Lausanne-Zurich vendredi, le match que tout le monde attend et on sait qu'il va se passer. Rien du tout. On est prêt? Rien du tout. Qu'est-ce que tu veux nous faire Tu veux nous monter en épingle ce match-là? Je ne vois pas du tout pourquoi. Hein. Je dis non, alors écoute, c'est un duel de Lyon, on a l'habitude. Toi, tu penses que Richard Grunborg va nous faire un festival Déjà, est-ce qu'il est encore à la bande vendredi? Disons que le 6-5 contre Rapperswil, ils aiment bien. D'ailleurs, Zurich paumé contre Rapperswil, j'ai l'impression que tu disais que belle victoire contre Bienne, puis après derrière, normalement cette équipe, au-delà de rouler sur le championnat, je suis pas sûr que tu puisses véritablement rouler sur parce que les équipes sont vraiment solides et gagner tous les matchs, on sait que c'est impossible. Mais là, ça pose quand même 2-3 questions, je trouve. 15 victoires, 13 défaites. Hein. Ouais, vu le contingent. On se moque de temps en temps du contingent lausannois en disant non mais attendez, vous êtes vous êtes décroché, vous n'êtes pas dans le top 6. Zurich est dans le top 6, mais c'est... Par les poils, parce que Lausanne remonte quand même gentiment. Hein. Tout à fait. Et le match de vendredi, il est intéressant à plus d'un titre. C'est un match à 6 points. Les matchs à 6 points. Non, mais dans les faits, c'est ça. Si le Zurich gagne, bah, tu te retrouves à nouveau à 10 points de la barre en tant que Lausanne. Donc il va être intéressant ce match. Azevedo va-t-il être embêté pour sa charge? Moi, j'ai pas l'impression qu'il y aurait une enquête qui va être ouverte. Charge sur Bruchweiler. Voilà. Je pense qu'elle doit passer, celle-là. Par contre, Margaret Rose sera pas là, pour les raisons qu'on connaît tous. Mais Barberio ne sera pas là. Barberio ne sera pas là. Mais je pense vraiment que c'est le match dont on attend monts et merveilles, où on se dit ça va être incroyable. Moi, je me réjouis de cette soirée-là. Alors, je me réjouis dans l'absolu parce que ça va être un joli match avec plein d'internationaux sur la glace et ça va être chouette. Par contre, ceux qui veulent des bagarres et du sang, ce qui n'est pas du tout notre cas d'ailleurs, pour ceux qui nous connaissent et nous écoutent, c'est pas vraiment le hockey pour lequel on milite. Faudra aller ailleurs, c'est pas là que ça va se passer, je pense. Mais ça va quand même... Les arbitres, alors pour le coup, je critiquais les arbitres de Bienne-Genève qui ont un tout petit peu laissé dégénérer. Alors là, à mon avis, il va pas falloir bouger une oreille dans les 3 premières minutes parce que ça va directement être 2+2, enfin 2 et 2, vous allez vous calmer sur le banc parce qu'ils vont pas laisser dégénérer, ça c'est sûr. Ce qui peut faire un peu plus monter l'histoire, c'est le public. En fait, c'est que si tout d'un coup le public est chaud, et là, les arbitres vont peut-être, suivant comment ça se passe, parce que j'imagine un Lausanne Hockey Club qui va rentrer assez fort dans la partie. Après, j'ai l'impression que c'est le truc, le b.a.-ba de l'analyse du jeu. Alors, puis que Grunborg disait, on savait qu'ils allaient rentrer fort dans la partie. Puis tu te dis chaque fois, mais ouais... En fait, le club à domicile, il a envie de prendre tout de suite le leadership. Incroyable, hein, on a inventé quelque chose. Mais voilà, on verra comment Lausanne va accueillir cette équipe de Zurich. Je pense qu'ils ont tout intérêt justement à un peu baisser les émotions des deux côtés d'ailleurs. Et je sais qu'au niveau de la Ligue, ils ont parlé aux deux clubs. Ils leur ont dit de se calmer. Et on va voir si ça va fonctionner. Après, au bout d'un moment, tu peux dire tout ce que tu veux, faire toutes les théories que tu veux avant le match. Au moment du premier face-off, bah là, les Lions sont dans l'arène. Alors oui, pour le coup, vraiment, ils seront tous dans l'arène, les Lions. Et on va quand même se réjouir d'y être. Hein. On passe à Fribourg, qui a remporté ses 2 matchs du week-end, les 2 fois après prolongation, grâce notamment à Gunderson, pas forcément parce qu'il a marqué le but, mais aussi parce qu'il a fait la passe. But dans le derby des Zeringen et puis passe contre Rapperswil. Et on sait que, historiquement, si les Américains seraient fans de ces statistiques-là et en disant que oui, mais à Rapperswil, le Fribourg a toujours de la peine, on se souvient de certains matchs et tout. Ce coup-ci, tu repars avec 2 points. Ok, c'est peut-être pas brillantissime, c'est peut-être pas 3 points à chaque fois, mais tu t'en fous, la dynamique, elle reste hyper positive du côté de Fribourg. Fribourg arrive à gagner ses matchs. En fait, c'est ce qui change. Je sais pas si c'est cette année, parce que l'année passée, ils étaient bons aussi, hein, mais
Pourquoi expliquer la première place de Fribourg? C'est parce que t'aimes bien utiliser le terme de jeter de pièces ou de coin flip en anglais. C'est de dire, en général, elle tombe du bon côté. S'il faut aller gagner en prolongation, voilà. S'il faut marquer un but, s'il faut revenir dans la partie à un moment, voilà. Et puis j'ai l'impression que cette année aussi, Fribourg a peu perdu, a pas pris tellement de seille comme on avait eu une fois à Davos, par exemple, où ils avaient ramassé une pelle goal, où Christian Dubé s'était énervé, avait tapé du poing sur la table devant les journalistes, avait dit écoutez les gars, il le fait de temps en temps dans la saison hein, pour remettre un peu l'église au milieu du village. Et puis là, j'ai l'impression que Fribourg est rarement ultra dominé finalement. Même l'année passée, il y avait eu des 6-1 contre Lausanne et tout. Et cette année, je trouve qu'il y a une régularité aussi dans les performances qui fait qu'on a l'impression qu'à chaque match, à peu de choses près, Fribourg peut aller gagner. Je suis d'accord avec toi. Il y a un trend que je trouve pas très bon à Fribourg quand même depuis un certain temps. C'est la défense qui commence à prendre l'eau. Alors par chance pour Fribourg, offensivement ça tient la route. Mais si tu regardes ces derniers temps du côté de Fribourg, il y a eu ce 5-4 à Rapperswil. Et c'est pas un 5-4 où tu as ton gardien qui en a pris 4 sur 16 shoots. Ça, c'est Rapperswil qui peut se plaindre de ça. Avant, c'est 4-3, donc 3 buts encaissés contre Berne, 5 contre Zurich, enfin 4 vu que c'était après les pénaltys. De nouveau, 3 contre Zurich, 3 à Lugano. C'est plus le 1 ou 2 habituel de Fribourg-Gotteron du début de saison. Et là, je trouve que défensivement, ça se relâche un petit peu. Diaz est pas là aussi. Ouais, alors ça aide pas, mais je trouve l'implication défensive ça devient de plus en plus limite, disons. Et Fribourg est un peu sur la corde actuellement. Et j'ai un peu l'impression qu'ils vont avoir un sacré besoin de repos, parce que j'ai l'impression que tout le monde est cramé du côté de Gotteron actuellement. Ils jouent à Joie, ils vont à Bienne le lendemain ce week-end. Après, il y a une semaine off. Après, il y a la pause équipe nationale aussi. Voilà, justement. Ah ouais. Et après, ils ont que 2 matchs. Et après, il y a de nouveau les fêtes de fin d'année. Donc là, ça va leur faire du bien d'avoir un peu de temps. Mais alors, ils ont mis les points au chaud. C'est tant mieux. Mais défensivement, et je parle pas que de la défense, c'est dans le repli, global, l'implication défensive. J'ai pas mal, pour une fois, j'ai fait 2 matchs en touriste. Je disais, la semaine passée, je suis allé voir Lausanne-Ajoie en touriste. Et là, je suis allé à Fribourg-Berne en touriste. Du coup, j'ai bien pu plus regarder. Les gens qui gagnent des ligues au Canada, tu vois. Payer mon billet et j'ai offert les billets. Ah oui, c'est juste. On précise. Et mais du coup, j'ai pu plus regarder un peu leur placement. J'avais pas trop de choses à écrire et à faire et des machins. Et ouais, moi je trouve que le repli des attaquants, moi Di Domenico, je le trouve flamboyant offensivement. Et rien que sur ce qu'il est capable de faire offensivement, je comprends Berne de l'avoir engagé. Mais en ce moment, défensivement, c'est quand même toujours un petit peu limite, disons. Mais ça n'enlève rien que c'est un des fers de lance de Fribourg-Gotteron et c'est peut-être pas à lui qu'on te demande d'être, on va dire, aware défensivement, mais peut-être que d'autres devraient justement le faire, sachant que lui, c'est pas le plus brillant de ce côté-ci de la glace. Moté actuellement aussi, je trouve qu'il est un petit peu souvent à contre-temps. Défensivement, offensivement, ça va un petit peu mieux qu'il n'y a pas si longtemps. Mais il y a plein de petites choses. Mais comme tu disais au début, la pièce, elle tombe du bon côté. C'est quoi? C'est 4 des 5 derniers matchs gagnés après le temps réglementaire. Alors, il faut les gagner ces matchs, mais si la pièce elle tombe tout le temps de l'autre côté, c'est pas impossible qu'elle tombe de l'autre côté quand tu es en prolongation ou au tir au but. On pourrait être là à se dire, ouais, 4 défaites sur 5 matchs. Alors oui, ils sont allés chaque fois en prolong, mais quand même, ça va quand même bien. Ça va pas si bien à Fribourg. Puis là, on dit l'inverse, juste parce que la pièce elle est chaque fois tombée du bon côté. Oui, mais je pense que Fribourg est sur une pente assez descendante et je peux imaginer que ça brasse un tout petit peu dans le vestiaire en ce moment. Alors, tu parlais de défense. Moi, alors, à part ça, ça a toujours été le point qui me semblait compliqué dans l'absolu si on réfléchissait aux favoris et quand on passait play-off et tout. On a appris, est-ce que c'est la Liberté, je crois, que Kamerzen ne serait pas gardé. Oui. C'est normal, il reste Fourer, Kamerzin et le troisième c'est Yecker, c'est juste. Oui. Qui en gros, Christian Dubé doit faire un choix aussi, regarder ce qu'il peut jouer avec ses finances. Puis il y a aussi eu l'annonce de Joël Scheidegger. On ne connaît pas tellement ce joueur de 26 ans, défenseur,
qui a été dans plusieurs mouvements juniors. C'était, je crois, mouvement junior bernois, je dis pas de bêtises. Il y est passé, mais c'est un ancien dragon de Thun. Je trouve que sa trajectoire était toute tracée à Joel Scheidegger. 26 ans. Du coup, c'est un late, on va dire. Il arrive un peu. C'est un peu le dernier moment, j'ai l'impression, pour lui. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a dû signer en National League, parce que c'est un peu l'occasion qui se présente. En plus, à Fribourg, plutôt chouette. Défenseur offensif, il a plus d'un point par match en Swiss League avec Holton. Il avait été très très bon avec Turgovie la saison passée. En fait, il explose sur ses 2 dernières saisons. Oui. Et Christian Dubé, ou le scouting de Fribourg en tout cas, a dû juger que c'était assez intéressant pour le prendre sous contrat. On verra. Est-ce qu'avec Gunderson et avec Diaz, ça fait un 3e défenseur un peu offensif qui va pouvoir... Je ne suis pas sûr qu'il fasse du power play, ça va être compliqué, mais qui sait. En tout cas, j'aime bien. C'est un peu comme Luca Christen avec Bienne, même si Christen est plus jeune. Oui, mais pour Fribourg, il est jeune, je trouve. Scheidegger, on se moque assez. C'est juste. Mais pour aller chercher, pour aller regarder un petit peu l'étage inférieur, se dire, il n'y a pas... On a aussi parlé des frères Montandon, et notamment le défenseur Montandon, se disant, tiens, est-ce qu'il pourrait peut-être être utile à une formation de National League? Fribourg a jeté son dévolu sur Scheidegger. J'ai regardé ses statistiques avancées à Scheidegger, parce que je ne veux pas commencer à faire des théories sur son jeu du côté d'Holton. Moi, je serais incapable. On serait honnêtement pas crédible. Il joue dans une des meilleures équipes de la ligue. Donc, forcément, tu parais assez bien en termes de Corsi, en termes de pourcentage d'expected goals et compagnie. Il paraît très bien. C'est logique. Par contre, là où il paraît bien, c'est que parmi les défenseurs de Holton, tout ce qui est justement Corsi relatif, donc ça, ce qui veut dire, là, je vais un tout petit peu trop loin, mais en gros, c'est entre lorsqu'il est sur la glace et ce qu'il n'est pas sur la glace, comment se comporte son équipe. Et Holton est bien plus offensif et bien plus... quand il est là. Ouais, quand il est sur la glace. Et bien plus dangereux quand Scheidegger est sur la glace quand il ne l'est pas. Ce qui est quand même assez intéressant. Après, il faudrait pousser l'analyse un petit peu plus loin et puis voir la qualité de la compétition, contre qui il joue. Mais je veux dire, en regardant, en dépoussiérant le haut du truc, je trouve que c'est intéressant. Après, honnêtement, c'est une signature d'un joueur qui ne doit pas coûter grand-chose. C'est un pari. Il est tout content de signer son contrat en National League. Il se dit, j'ai signé j'ai une année pour tout donner. Est-ce qu'il y a une option? J'ai aucune idée là derrière. Ça me surprend qu'il n'y ait qu'une année. Est-ce que tu ne mets pas 1+1? Parce que s'il explose, puis derrière, tu dis, bravo, quoi. On lui a donné une année. Chez nous, il fait 14 points. Et puis derrière, on est mal pris parce qu'il nous coûte trop cher. Je sais pas ce qui se passe. S'il y a une option, j'ai aucune idée. Mais c'est un pari, effectivement. 26 ans, selon sa trajectoire, c'est le bon moment parce qu'il vient de s'établir en Swiss League. Il y a 2 ans, il débarquait de Brandis, sauf erreur, à Turgovie. Enfin, tu dis, à aucun moment, un club va vouloir s'intéresser. Brandis, c'est de la MySports League, c'est la MySports 3e division. Exactement. Et elle est assez intéressante, sa trajectoire, je trouve. Mais d'ailleurs, il y a 3 saisons, il débarquait de Brandis. Ouais, mais ça me fait poser aussi... Ça pose des questions. Moi, quand je lis ça, tu sais ce que je me dis? C'est que ok, il vient à Fribourg. Ok, Luca Christen a signé à Bienne. Il n'y a pas un moment, un club comme Ajoie. J'étais sûr. Non, mais alors, tu dis toi-même, et je pense que tu as complètement raison et tu sais mieux que moi, quand tu dis il ne doit pas coûter trop cher, mais c'est logique, il peut pas prétendre à un salaire incroyable vu sa trajectoire non plus, et il vient de Swiss League. Je me dis que les finances d'Ajoie, là, pourraient faire. Et le scouting, tout d'un coup, hop, tu lui donnes 2 ans de contrat. Maintenant, je me pose la question et j'ai pas la réponse à cette question. Mais tu joues à Holton, qui est leader de Swiss League. Il y a Ajoie qui te fait une offre. Et tu te dis, non, mais attends, l'équipe qu'on a à Holton cette année, on va monter. Et si on monte pas, l'été prochain, je retrouve un contrat en National League. Donc, est-ce qu'il prend pas le pari de se dire, soit je monte avec Holton et je joue en Liga avec Holton, ensuite en National League avec Holton, plutôt qu'avec Ajoie, ou alors si je quitte Ajoie, alors je fais un pas vers l'avant et je vais vers une équipe qui joue, alors pour le haut du tableau, il en est pas là, mais une équipe qui est établie en National League. Ça aurait pu être Rapperswil, ça aurait pu être Genève, ça aurait pu être Lausanne, peu importe, mais une équipe d'un échelon supérieur. Lausanne, c'est débile parce qu'ils ont suffisamment de défenseurs, mais bref, peu importe, une équipe d'un échelon supérieur, tu dis Langnau, très justement, c'est pas très loin d'où il est actuellement, et puis il a déjà joué un match avec Langnau la saison dernière, si je me rappelle bien. Donc là, j'entends de pas aller à Ajoie, disons. Et ça veut pas dire qu'Ajoie ne l'a pas approché, par contre. Ouais. Mais moi, à sa place, je comprends de dire, je préfère tenter la promotion avec Holton ou taper un poil plus haut.
Autre sujet concernant Fribourg, c'est les 5 étrangers qui a été aussi mentionné dans La Liberté. Alors, là, j'ai envie de dire, ça peut passer à Cloton. C'est pour ça que je ris d'avance. Est-ce que, sincèrement, est-ce qu'on est naïf? Est-ce qu'on parle des Pinocchio du milieu? Est-ce qu'on se dit, ah, mais on a Berra qui nous coûte cher. On a Berchi qu'on a pris. On sait que ça nous coûte cher. On n'a pas signé Domenico parce que c'était trop cher. Et du coup, Christian Dubé qui dit, ah, et non, moi je pars avec 5, pas avec 6. Alors, pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'on sait qu'il y en aura 5. Ça, c'est une certitude. Oui. 6, on imagine s'il y a un 14e club. Donc, pour l'instant, ok. Est-ce qu'on s'il y a 6 étrangers, est-ce qu'on y croit aux 5 ou... Je pense qu'il y a plusieurs clubs, mais je crois que je l'avais déjà dit une fois, il y a plusieurs clubs qui sont en train de planifier sur 5 la saison prochaine en se disant oui, on a droit à 6, mais on n'a pas un devoir à 6 étrangers. Et si c'est pour prendre, admettons que tu as un budget pour ton 9e attaquant de X, qui peut être suisse ou étranger, est-ce que vraiment tu as intérêt de donner là? On va dire, partons du principe, parce que c'est totalement réaliste, que ton étranger de seconde catégorie te coûte un peu le même prix qu'un Pedretti. J'allais dire que Benoît Pedretti, l'ancien footballeur, je sais pas pourquoi ça m'est venu en tête, que Marco Pedretti. Est-ce que tu n'as pas meilleur temps de prendre Marco Pedretti qu'un étranger que tu ne connais pas qui vient d'un championnat autre? Si tu as le choix entre Marco, du coup, Pedretti et Linus Omark, évidemment, la question elle est différente, mais avec un budget pour un 6e étranger qui est forcément un peu plus bas, je me demande, après, si tu réfléchis, admettons que ton enveloppe soit de 200 000 nets pour ton étranger, ce qui est un étranger pas top. On sait que, pour donner un exemple, le chiffre de Di Domenico est sorti, qui était à plus de 300 000 pour donner un net. Hein. Ce qui fait qu'il faut toujours rajouter... Il faut doubler. Voilà. Il faut même un peu plus que doubler pour le prix brut, ce que ça coûte au club. Si tu as 200 000 nets comme enveloppe pour la saison, mais si tu attends 3, 4, 5 mois, tu as toujours 200 000 nets, mais pour 5 mois, est-ce que finalement, à ce moment-là, tu n'as pas un meilleur joueur? Est-ce que finalement, ces 5 mois à 200 000 nets, je ne sais pas si c'est réfléchi comme ça ou pas, ou si je fais des théories, aucune idée. Mais moi, je me dis juste, si tu as un peu d'argent, attends un petit moment, parce que ton joueur, il sera un peu meilleur. Et je pense que c'est ce que fait bien actuellement avec sa licence Yanis Moser. C'est de se dire, oui, on pourrait l'utiliser et le faire jouer, mais il sera peut-être plus utile en play-off et du coup on pourra avoir un meilleur joueur en play-off. Donc on attend. Et je pense que Fribourg ne sera pas le seul club à tenter ça la saison prochaine, de partir à 5 et de se dire on réévalue au bout de 2 mois. Et au bout de 2 mois, tu as Raphaël Diaz. T'as Raphaël Diaz qui est blessé, t'engages un défenseur. T'as Christophe Berchi qui est blessé, un ailier. T'as Reto Berra sur les plots, on prend un gardien plutôt. T'as un peu ça te donne un peu de temps pour évaluer. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auront jamais 6 étrangers la saison prochaine s'ils ont droit à 6. Ça veut dire que je comprendrais que plusieurs clubs ne commencent pas à 6. À part ça, on a souvent parlé du nombre d'étrangers. La question que je me pose, je suis pas sûr, parce que ça doit être très précis, je suis pas sûr que ça aurait déjà été abordé, c'est le nombre de licences. Parce qu'à ce moment-là, alors 4, 8, alors je serais plutôt pour dire 5, 10, et puis 6, 12. Mais je sais pas si ce sera le cas. Si c'est 6, 8... que tu peux avoir, alors là, tu vas quand même commencer à réfléchir un peu plus. Je suis d'accord. Par contre, si tu en as 12 ou 10, tu peux un peu jeter l'argent par les fenêtres. Bon, ça les gêne pas des fois, mais on va dire de se dire, c'est pas grave si on se plante, entre guillemets, on a encore de quoi voir venir. Ouais, je suis d'accord. Ça, j'ai pas la réponse parce que je pense qu'ils l'ont pas non plus. Enfin, peut-être que oui. Tiens, ça fait des questions que je vais reposer ces prochains temps. Merci, merci. Alors désolé pour les ajouts parce qu'on n'avait pas tellement de questions en rapport avec Ajoie. Donc voilà, on a aussi choisi de faire abstraction cette fois, mais on en reparlera sans doute la semaine prochaine. On passe à quelques questions qu'on n'a pas pu traiter dans les clubs. Greg, t'en as parlé juste avant. On a une question d'Andy Chander. La mise à l'écart de Théo Rochette des M20 est-elle une décision justifiée? Donc, on rappelle qu'il y a le championnat du monde M20 qui se déroulera au Canada, comme d'habitude, juste après Noël, donc entre Noël et Nouvel An. Et il ne fait pas partie de la sélection. Il y a eu plusieurs articles, notamment un de Jérôme Renard, je crois qu'il en a fait un, et toi aussi, avec... la voix de Lars Weibel,
directeur des équipes nationales aussi, en disant que c'était pas à la carte, en fait, que ma foi, comme il a refusé une première fois la sélection, de la même manière que Malgin, Bodenman, Koukan, qui sont les noms les plus connus, Oui. que ma foi, voilà. Est-ce que tu trouves que c'est justifié? Je pense que j'aime bien, d'un côté, le fait qu'il y ait une ligne qui a été mise par les dirigeants de Suisse Ice Hockey en disant une sélection, ça se refuse pas. Point. C'est comme ça. On reçoit l'ordre de marche. On n'a pas de dérogation. Non, tu as l'ordre de marche qui a été envoyé par l'Oberführer de Gladbrook. Bah, tu vas à faire ton cours de répète, quoi. Et, J'ai des voix d'entraîneurs qui vont dans ce sens-là aussi, hein, d'ailleurs. j'entends clairement ça, je le comprends. Après, quand on dit un peu raide comme la justice de Berne, je me dis que là, c'est un petit peu ça aussi. Et j'entends, en fait, de l'autre côté, la justification que Théo m'a donnée avant la saison, quand on a parlé de ça. Il m'a dit, mais moi, l'année passée, c'était un peu compliqué pour moi parce que je sortais d'une saison difficile, pas drafté, et la saison de QMJHL, elle est commencée très tard. Ah oui, d'ailleurs, on s'est fait déjà une fois reprendre parce qu'on dit QMJHL et non Ligue Majeure Junior. Et la JMQ. Voilà. Désolé, du coup. Et donc, ma saison reprend tard. Il fallait revenir, faire une quarantaine en arrivant en Suisse, plus le camp, repartir là-bas, refaire une quarantaine. Noah Patnaud l'a fait, sauf erreur. Je suis pas 100% sûr, mais je pense qu'il l'a fait. Gardien Saint-Jean. Ouais. La saison passée, lui, il l'a fait. Il me semble, hein, vraiment, je mets pas ma main à couper. Je comprends, c'est une saison Covid, c'est une saison qui est difficile et il y a des circonstances qu'on peut qualifier d'extraordinaires. Et en un sens, tu me diras, c'est pas une réponse que je vais faire, mais en un sens, j'aurais pu comprendre qu'ils disent ok, saison Covid, cette année, on comprend que tu ne viennes pas pour cette raison-là. On n'a pas envie de t'infliger X quarantaine, une en partant du Canada, en arrivant en Suisse, en revenant au Canada, etc. Donc, ok, on te met un passe-droit. Et dans l'autre sens, ils ont vraiment insisté sur ça depuis des années en disant, comme je disais avant, ça, on est convoqué, on vient du sommet de la pyramide, des Niederreiter, Iozzi et compagnie, au pied de la pyramide, à savoir les sélections juniors. Donc, la règle a été mise, c'est quoi? C'est Duralex, Sedlex en latin. Exactement. La loi est dure, mais c'est la loi. Donc, moi, je comprends les deux parties, j'ai pas d'avis. Honnêtement, j'aurais pu justifier les deux décisions en provenance de la Ligue. Ils ont pris cette option-là. Moi, je rappelle quand même que quand ils disent à Malgin, Koukan et Bodenman, vous avez refusé une sélection, vous ne serez plus éligible jusqu'au mondial en Suisse, qui certes n'a pas eu lieu, mais c'était quand même ça la décision. Ouais. C'est lourd. Hein. Ouais. Le mondial en Suisse, il y en a, en gros, quand tu es un joueur de hockey, t'en as eu un par génération, disons. Enfin, t'as une chance de jouer le mondial en Suisse. Peut-être deux pour ceux qui jouent le premier assez rapidement puis qui jouent le deuxième. Romagnosi. Par exemple. Et avant, c'était 98 et 2009, 11 ans entre deux. J'ai pas les noms en tête, mais il y en a forcément un ou deux qui l'ont fait. Mais bon, c'était une décision qui était lourde et je pense que ça n'a pas fait plaisir à tout le monde. Maintenant, la décision a été prise. Tu es inéligible pour les M20 pour cette deuxième année. Il n'y a plus de contact entre la Suisse Ice Hockey et Théo Rochette. Ça ne veut pas dire que la porte est fermée, bien au contraire. Théo Rochette, je pense qu'il valorise son potentiel et ils vont très probablement l'intégrer dans le cadre des prospects. On sait que chaque année, les camps de début de saison, c'est les prospects qui vont... ils vont très probablement. Il va revenir en Suisse, peut-être. S'il revient en Suisse et si ça se justifie, il sera inclus. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de porte fermée ni de pont coupé. Il y a une décision qui a été prise, elle est lourde. Et voilà, t'en penses quoi, toi? Heureusement, d'ailleurs, que les trois qu'on a cités, c'est trois alémaniques. Parce que comme ça aussi, ça permet d'éviter toute théorie qui pourrait dire « Ah ouais, voilà, c'est des romans, et puis de nouveau, si c'était un alémanique, il aurait obtenu ce passe-droit. » Non, en fait. Pour le coup, je suis assez d'accord sur le fait que, ma foi, c'est embêtant parce qu'il avait fait la Linka avec le Canada, et quand tu es Canadien, et ça alors, je le comprends, mais entièrement, tu peux pas refuser. De la même manière, et j'ai l'impression que personne à Swiss Ice Hockey ne peut en vouloir
de se Alors, dire- j'espère pas. J'espère pas, en Si plus. c'est le cas, c'est une erreur. Parce que là, c'est l'occasion sans doute d'une vie. Ils sont quand même très, 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 très peu à pouvoir porter le maillot du Canada. Et on rappelle, quand on regarde les rosters de ces jeunes Canadiens qui avaient 17 ans, il y en a pas mal qu'on va retrouver en NHL dans les années futures. Donc, c'est vraiment la crème des joueurs. Tu fais partie de ça. Ouais, puis Rien à dire. on va pas se mentir. Moi, je connais pas le cas précisément. Mais si tu as l'option, si tu as deux choix, tu as deux passeports, cette chance qu'il a lui, Ouais. et qu'on te dit, tu choisis lequel tu veux. Admettons que les deux portes des équipes nationales te sont grandes ouvertes, où vas-tu? Mais ce serait de la folie de pas prendre le Canada. Et moi, pas pour la même occasion, si on dit, tu peux jouer avec la Suisse ou avec l'Allemagne en foot, bah, moi, je pense que tu as plutôt intérêt à jouer avec l'Allemagne. Et il y a aucun problème avec ça. Mais enfin, les binationaux, les doubles passeports existent. Bah, c'est pas un problème, je trouve, si ce choix existe, qu'on ait le droit de choisir. Finalement, il n'y a aucun souci là derrière. Il se trouve que là, il a décidé d'aller jouer la Linka avec le Canada, une chose qui ne changeait absolument rien à son futur. C'est ça aussi. Et moi, je suis persuadé... non, je n'en suis pas persuadé, parce que je ne le sais pas, mais je crois qu'ils sont assez malins pour pas lui en avoir tenu rigueur. Mais ça, c'est plutôt du comment dire, wishful thinking. Mhm. J'ai envie de croire que c'est pas à cause de ça, mais uniquement à cause de t'as refusé l'année passée, cette année, du coup, c'est la conséquence de ça. On a plusieurs questions qui nous demandent en fait quelles les prédictions pour les playoffs ou les fins la fin de saison. Par exemple, Michael Trigo, est-ce que Bienne et Zurich, qui ont toujours plus de 88% de finir dans le top 6, vont pas commencer à avoir chaud dans le dos et craindre un retour de Lausanne ou de Berne? Avec les matchs à rattraper, ils ont virtuellement que 6 points d'avance. C'est une bonne question. Lausanne, surtout, revient assez fort. Alors, ils vont pas jouer 2 fois à Joie par semaine jusqu'à la fin du championnat. Ça va pas toujours être fait. Mais Lausanne est quand même un peu de retour. Mais il me semble que ceux qui écoutent Colfax depuis le début de la saison savent qu'à aucun moment on s'est dit « Mon Dieu, c'est la panique à Lausanne !» Tous aux abris, c'est pas... Non, on n'a jamais dit ça. Donc, on n'est pas complètement surpris qu'il y ait une progression pour Lausanne actuellement. Je pense que cette question-là, on y répondra beaucoup plus facilement après le match de vendredi entre Lausanne et Zurich. Désolé, Michael. Réponse d'énorme. Tu nous la reposes vendredi soir, on aurait une réponse très claire. Soit Lausanne est de retour au contact, surtout que Zurich aura joué la veille contre Genève, ouais. contre Genève. Et ça, j'ai oublié d'en parler avant. Mais si Zurich gagne là et gagne le lendemain, là, il y a un nouveau 13. Mais ça fait beaucoup de si, il me semble, en peu de temps. Donc, arrêtons les conjectures. Il y a une question de Fred Blanc. On va terminer sur cette question. Après, on parlera juste de Sierre. J'espère pas dire trop vite quelque chose qu'on fera pas. Comment est-ce que les 6 clubs en haut du classement assurés en play-off vont gérer la deuxième moitié de saison qui sera entrecoupée de pauses plus ou moins longues? On gère jusqu'au JO et on monte en puissance ensuite. Trop tôt pour passer en mode gestion. Je trouve que les 6 clubs en haut du classement assurés en play-off, entre parenthèses, c'est gonflé de sortir que c'est assuré d'être en play-off parce que bien sûr que ce serait compliqué d'imaginer Gauthieron, par exemple, qui est leader en dessous. Mais je trouve que moi, j'ai toujours la peine. Quoi, Moi, je me dis quand même que ta préparation, qu'elle soit pour les playoffs ou les pré-playoffs, je veux dire, le top 6 ou top 5 est assez assuré d'être en post-season, on va dire, pour englober les deux. Et finalement, cette semaine supplémentaire de pré-playoff que les top 6 n'aura pas à disputer, ça ne change pas grand-chose. Par contre, effectivement, de dire que Fribourg, Rapperswil, Zug, Davos, en tout cas, Bienne et Zurich probablement vont pas finir 11, 12 ou 13. Ah oui, alors si c'est pour... Et je pense que c'est dans ce sens-là. C'est pour être top 10, alors bien sûr. Et justement, parce qu'Ambry, Lugano, Berne et même Lausanne, tu peux pas te poser la question de la gestion, c'est pas le moment. Les autres, j'entends la question et je pense qu'elle est assez légitime, sachant que oui, peut-être que Bienne va jouer les pré-playoffs, mais ça changera rien au fait qu'ils auront peut-être pu gérer un petit peu la fin de saison régulière et donc voir un petit peu comment l'énergie va être répartie. Maintenant, ça, j'avoue que je ne sais pas comment vont gérer les clubs, parce que oui, 3 semaines de break en pleine saison régulière, c'est pas évident. Mais je pense que certains seront très contents de les avoir. Après, il faudrait être capable de renclencher la machine. Il y aurait une petite dizaine de matchs derrière. C'est assez bien, parce que je me rappelle, il y a eu une fois un break olympique, mais derrière, il y avait très peu de matchs. Ouais. Et on enchaînait les playoffs directement. Et là, ça avait été assez difficile. Là, tu as quand même 3 semaines pour justement relancer
relancer la machine. Et reprendre tes internationaux aussi, et les remettre un petit peu dans le clair. banc en Suisse. Même si avec les joueurs de NHL, il y en aura un petit peu moins. Mais Oui. dernier point. Sierre, Gélinas out. Saro in pour l'interrogation. Alors, à en croire mes sources, mais elles sont pas infaillibles, elles ont le droit d'être faillibles, oui, Saro in. À en croire le président du HCCR cité dans le Nouvelliste, c'est un dossier qui est très haut dans la pile, mais on doit encore voir. Moi, d'expérience, j'ai envie de me dire, ça veut dire que c'est fait, mais ils peuvent pas encore l'annoncer. Mais j'ai pas envie de croire que je suis plus malin que tout le monde et puis que c'est fait et puis qu'on nous ment. On verra. C'est drôle d'avoir un Québécois qui remplace un Québécois quand tu as envie d'avoir un changement de style, ou plutôt un Nord-Américain qui remplace un Nord-Américain, plutôt que de partir peut-être avec la Suède ou un aspect nordique de la chose. Je trouve assez drôle. D'ailleurs, Danny Gélina, c'est pas pour les mauvais résultats, c'est juste qu'ils sont pas arrivés à se mettre d'accord sur le plan financier. Ça faisait 4 ans qu'il était ça fait 4 ans maintenant, sa 4e saison à Sierre. C'est un des plus longs au club d'ailleurs. Ouais. Ce qui en dit beaucoup c'est juste. sur un club. C'est quand même fou de se dire que 4 ans, c'est le bail le plus long, mais voilà. Après, voilà, moi, ce que je vois là derrière, peut-être ça a 0 les 1, mais Lausanne et Sierre sont en partenariat. Yves Sarrault, c'est quand même un ancien de la maison lausannoise. Est-ce que finalement, c'est pas une sorte de continuité de dire, on mettrait ou on met quelqu'un qui a déjà des connexions du côté de Lausanne, et puis peut-être ça va travailler un peu plus facilement à ce niveau-là entre Yves Sarrault et Lausanne HC. Peut-être, peut-être pas. L'avenir nous le dira. Moi, j'ai 3 sources qui me disent que c'est fait. Si les 3 se sont trompés, dont acte. Du coup, en attendant fébrilement de voir si ça se décante du côté de Sierre, mettons un terme à cet épisode 14 de la 4e saison de Colfax. Merci pour toutes vos questions, ça nous a bien aidé. Il y avait un poil moins d'actu, ça nous a donné 2-3 thématiques, donc n'hésitez pas à continuer. On fera des rappels sur les réseaux sociaux quand on est un petit peu en galère d'actu. Un booster. Voilà, on aura un booster de questions. D'ici la semaine prochaine, n'hésitez pas à continuer à vous abonner à nos différents canaux sur Spotify, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, etc. À nous poser toutes vos questions, puis surtout à bien profiter des matchs du week-end et peut-être de ce Lausanne-Zurich de vendredi soir qui s'annonce chaud. À bientôt.